Les cas par Éric Vincent. Le tome 1. La rencontre. Depuis la création de l'univers, les mutations naturelles ont engendré de nouvelles espèces. Les protozoaires ont donné naissance à des organismes plus évolués, les premières variétés sous-marines sont apparues peu après. Bien plus tard, quelques téméraires spécimens ont tenté une incursion sur la terre ferme. Des dizaines de millions d'années sont passées, et une autre évolution a eu lieu, sans qu'on sache vraiment pourquoi ni comment. Dans la branche des primates, une subdivision est née. Des êtres moins poilus se sont redressés au fil des années, ont développé la contenance et la capacité de leur boîte crânienne, ont mis au point un langage de plus en plus subtil, si subtil que des variantes sont apparues. Dans la même durée, d'autres espèces se sont effacées de la surface de la Terre. Avaient-elles fait leur temps, étaient-elles devenues inadaptées, ou ont-elles dégénéré par faute de consanguinité, ou par faiblesse continuelle? Qui le sait? Mais le fait est là, bien en évidence devant nos yeux. Des races naissent, et d'autres meurent. Le mammouth a disparu, mais l'éléphant a survécu. Pour combien de temps? L'homme de Néandertal a disparu, laissant place à l'homme de Cro-Magnon, ancêtre de l'homme moderne. Bien qu'ils aient pu vivre conjointement. L'histoire n'est pas très claire là-dessus. Mais pour combien de temps? Dans les laboratoires, les scientifiques jouent aux apprentis sorciers. Adieu le créateur. Les brebis et autres grenouilles ne sont que la face cachée d'une activité bien plus lucrative. Créer l'être parfait, la machine de guerre impitoyable soumise aux ordres, un homme ne comportant pas le moindre défaut génétique, insensible à la douleur, à la maladie, maximisant les performances physiques, programmé pour vivre 150 années. Pour atteindre ce rêve, les expériences hasardeuses se sont multipliées à l'infini, y compris sur des nourrissons dont les parents ne sauront jamais qu'ils ont subi des implants génétiques. Si la vérité éclate un jour, elle sera niée en bloc. Au mieux, les scientifiques nous serviront la sauvegarde des vies en guise d'argument médical et justifieront leurs actes contre nature. Des batailles juridiques auront lieu, mais elles ne arrêteront pas la marche du progrès. Que deviendront les survivants, ces innocents sur lesquels des médecins peu scrupuleux auront inoculé une mixture génétique? Un grand nombre d'entre eux sera élevé par des parents dévoués et remplis d'amour, acceptant l'enfant comme une épreuve envoyée par Dieu, ne rejetant pas leurs différences. Quelques-uns auront moins de chance. Au pire, ils seront abandonnés à leurs manipulateurs, au mieux à l'assistance publique. Ces êtres existent déjà. En famille, on parle de fatalité. Les cas trop choquants sont soustraits à la vue du grand public. Ils existent, aujourd'hui. Ce sont les premiers mutants, les pionniers d'une nouvelle génération créée par l'homme. Certains paraissent normaux. Ils ne demandent qu'à vivre comme les autres. Malheureusement, on ne leur laisse pas toujours le choix. Débarquer dans une ville inconnue pour y bâtir une nouvelle vie n'était pas une démarche simple. Remplir les formalités administratives, louer un appartement ou une chambre, assurer le logement, ouvrir une ligne téléphonique, s'abonner au gaz et à l'électricité, emménager, réaliser les premières courses au supermarché, repérer son lieu de travail, le trajet et les moyens de transport pour s'y rendre, ressemblait à un parcours du combattant dans chaque ville. Nous étions au début du XXIe siècle, et personne n'avait encore songé à créer une société spécialisée dans l'accueil d'un nouvel habitant au sein d'une cité. Martin Lemur aurait apprécié l'existence d'une telle entreprise sur la place de Poitiers plus que quiconque. La corvée du nouveau Poitevin s'apparentait à un chemin de croix. Martin était nain. Si certaines personnes atteintes de nanisme frôlaient le mètre 30, le mètre 10 du jeune étudiant le handicapait lourdement. Qu'à cela ne tienne, son père, un génial inventeur touche-à-tout, lui avait transmis le virus de la création et du bricolage. Été comme hiver, Martin se remplissait les poches d'une kyrielle de gadgets destinés à pallier ses insuffisances. Jusqu'à ce soir où ses parents l'avaient laissé seul dans son grand studio du centre-ville, il avait été choyé, protégé, aimé par eux comme rarement un enfant avait pu l'être. En aurait-il été autrement s'il n'avait pas été leur fils unique? Vous ne connaîtrez jamais la réponse. Désormais, il devrait affronter ces regards inquisiteurs qui l'avaient accompagné durant toute sa scolarité, le mettant à l'écart, l'isolant du reste du monde. Depuis 15 longues années, depuis la maternelle,
aucun être humain n'avait su lui offrir un traitement d'égal à égal. Les enseignants avaient eu une attitude similaire et ce qu'il savait, il l'avait appris par lui-même. Dire qu'il avait été interdit de cours d'éducation sportive parce que l'administration scolaire avait jugé la pratique de tout sport dangereuse pour sa santé. Bon, après tout, pourquoi pas? Les épreuves sportives retenues au baccalauréat étaient conçues pour désavantager les gens de petite taille. Saut en hauteur ou en longueur, course de vitesse ou lancer en force lui interdisaient d'accomplir la moindre performance. La natation lui aurait convenu, mais il ne faisait pas figure de hors-bord. Par contre, il aurait fait fureur en gymnastique. Acrobate, souple, vif, la lutte gréco-romaine pratiquée dans un club indépendant de nains lui avait conféré quelques avantages. Le lancer était mal noté selon lui, on privilégiait la distance au lieu de la précision. Avec lui, un javelot ne dépassait pas la vingtaine de mètres. Autrement dit, il était loin de glaner des points dans ces disciplines. Oui, mais si la note maximale avait été offerte à celui qui aurait planté son javelot à 10 mètres dans une cible d'un diamètre de 50 centimètres, il aurait eu 30 sur 20, atteignant le centre du cercle à coup sûr. Il avait toujours fait preuve d'un don inouï pour le lancer de précision. Il transformait n'importe quel objet en projectile dangereux, voire mortel. Je n'oublierai jamais ce petit papillon de papier confectionné en classe un jour d'ennui, plié, affûté et lancé à travers les airs, pour s'écraser sur le bureau d'un élève moqueur, dont l'encrier vola en éclats. Un avion dont le nez demeura planté dans le bois tendre du pupitre. Ce soir, il était parvenu jusqu'à la caisse du cinéma Le Rabelais sans encombre. Grâce à une télécommande dissimulée dans son énorme bracelet-montre, il avait déclenché l'ouverture de réhausseur intégré à ses chaussures et réglé le problème de la hauteur du guichet. Sa montre dissimulait en fait un véritable ordinateur émettant des codes infrarouges destinés à déployer l'ensemble des gadgets mécaniques et électroniques qu'il trimballait. Le coup des chaussures s'était carrément inspiré du dessin animé relatant les aventures de l'inspecteur Gadget. Comme Ariane Espace et la NASA s'inspiraient de la science-fiction pour développer des projets, Martin piquait des idées dans les séries loufoques, mettant à profit ses talents pour inventer. Dès demain, il se chargerait d'entamer un cursus scolaire en université de physique et chimie, destiné à le nantir des diplômes nécessaires à la reconnaissance nationale et pourquoi pas mondiale. Il rêvait de vendre ses gadgets à quiconque en aurait besoin. Après une simple impulsion sur le cadran, il s'était retrouvé pile en face de la caissière, se moquant éperdument de l'étonnement provoqué par son attirail. Une invention prodigieuse en vérité. Un simple flux magnétique repoussait ou attirait les éléments métalliques situés entre ces deux semelles, la fausse et la vraie. Il pouvait régler le flux de manière à ne déployer qu'une partie ou la totalité des pièces métalliques emboîtées les unes dans les autres. Ainsi, il jaillissait dans les airs à la manière d'un diable en boîte. Effet de surprise garanti. Lorsqu'il pénétra dans la salle, il repéra une place isolée des autres spectateurs. Il n'eut pas besoin de se déhancher pour grimper sur un fauteuil fait pour des hommes de taille standard. Il suréleva ses pieds et se laissa choir sur le feutre rouge. Dans ces conditions, il était trop bas pour voir les images. Il suffisait qu'un spectateur vienne se planter devant lui pour être gêné dans la vision du film. Or, il tenait à voir ce film inspiré d'une célèbre série de bandes dessinées américaines, les X-Men. Ces héros mutants avaient bâti une école pour mutants et combattaient contre le mal pour le droit à la différence. La noblesse de leur ambition le passionnait. C'était un fan de la toute première heure, un admirateur des premières équipes. Il avait acquis à prix d'or des albums datant même d'avant sa naissance, des années 70. Il affectionnait l'époque où il y avait Phénix, possédant les pouvoirs du soleil, Cyclope lançant son rayon optique, Tornade maîtrisant les éléments, Hurleur, l'Irlandais volant et émettant des cris destructeurs, Colossus, le russe à l'armure métallique lui conférant une force phénoménale, Serval, alias Wolverine, l'étrange être au squelette de métal et aux griffes acérées. L'équipe n'aurait pas été complète sans son préféré, Diablo, un farfadet à la fourrure bleutée et à l'accent allemand, capable de se transporter d'un point à un autre dans un nuage de soufre. Comme il aimait Diablo. Son corps bleu, son regard satanique et sa queue fourchue en faisaient le plus insolite. Parce qu'il venait d'un cirque aussi, où on l'avait exhibé comme une bête de foire. Diablo n'était pas au générique de la version cinématographique. Dommage.
Ce soir, il allait enfin savoir si les extraits entrevus ne faisaient que mettre l'eau à la bouche ou s'ils masquaient une œuvre sombre retraçant fidèlement l'ambiance noire de la bande dessinée. Tandis qu'il observait les annonceurs, distraitement, imprimés sur le rideau masquant l'écran blanc, une jeune femme vint s'asseoir près de lui, à seulement un siège de distance. Il tourna la tête aussi discrètement que possible. Il vit son visage à demi masqué par une écharpe couvrant ses joues, son nez et sa gorge. Elle était de petite taille pour une femme, guère plus d'1,45 m. Pour lui, ça constituait malgré tout un mont Everest. Sa surprise vint essentiellement de la constitution de la jeune femme. Elle portait des vêtements amples, mais ils ne masquaient pas sa maigreur. Elle était chétive à un point insensé, comme très affaiblie par une maladie. À vue de nez, Martin pensa qu'elle ne pesait pas plus lourd que lui, au détail près qu'il était musclé, alors qu'elle n'était que os et peau. Elle tourna la tête vers lui et lui dit « Bonsoir ». Sa voix était faible, presque inaudible. « Salut », répondit-il. « Fan de science-fiction et de super-héros ?»« Oui », souffla-t-elle. « J'aime les X-Men. J'ai lu leurs aventures lorsque j'étais à l'hôpital. »« Vous avez des ennuis de santé ?»« Oh, je suis coutumière du fait. Je me présente, Viviane Bujol. Et vous ?»« Martin Lemur. » Pour la première fois de sa vie, un être le questionnait sur son identité, ahurissant. Et pas n'importe quel être en plus, une jeune femme. Elle s'était assise non loin de lui et l'avait abordé, lui que personne ne remarquait. Il ne voyait plus que ses yeux brillants, terriblement brillants. « Que faites-vous dans la vie, Martin ?»« J'entre en première année de faculté de physique et de chimie. »« Ah, eh bien moi j'entre en première année de faculté de biologie. Nous serons parfois voisins de cours, c'est sympathique. »« Assez sympathique, répéta-t-il machinalement comme s'il avait vu un ange. »« Vous vous posez peut-être des questions sur mon accoutrement. » Elle abaissa l'écharpe et dévoila un masque de chirurgien. « C'est pour éviter la contagion. J'attrape tout ce qui passe. Je résiste tant bien que mal. »« Et vos gants ? C'est pour éviter d'être contaminé ? » Il s'agit d'une précaution indispensable. Si je touche une personne, je lui transmets mes maladies. Dans certains cas, c'est mortel. »« Oh, je vois. Approchez-vous puisque vous gardez vos gants. » Les mots de Martin parurent la toucher, comme si elle avait entendu la parole de Dieu. Viviane s'était toujours tenue à distance de ses semblables, avait passé plus de temps dans les hôpitaux en observation ou en soins intensifs que dans sa propre maison. Elle avait vécu dans une bulle jusqu'à son adolescence et avait perdu de vue ses parents. Il ne consentait guère qu'à lui payer les études de son choix, subvenait à ses besoins, mais ne lui rendait jamais visite. Et elle en souffrait. Une bande de jeunes adolescents vint se planter devant le rang de fauteuils où se trouvaient Martin et Viviane. Voyant qu'il avait affaire à un plus petit que lui, un grand dadais prit un malin plaisir à virer deux copines des places occupées et à s'y installer en compagnie d'un autre abruti boutonneux, tout en se marrant du tour joué au nabot, selon l'expression qu'il utilisa. « Venez, nous allons nous trouver d'autres places, lâcha Viviane. »« Ah non, je renonce jamais. » Il plongea la main dans l'intérieur de son blouson. Il s'empara de deux galettes caoutchouteuses munies de valves et d'une cartouche de gaz. « Placez-vous ceci sous les fesses. » Viviane exécuta la manœuvre en imaginant sans mal ce que Martin allait réaliser. Il ne sortait donc jamais sans un réhausseur transportable. Il fixa l'embout de la cartouche, qui repoussa la valve. Une simple pression d'une seconde, et la jeune femme se retrouva juchée sur un coussin haut de 40 centimètres. Et elle dominait très largement la situation. Elle fut rejointe par Martin sur les sommets. Jamais pris au dépourvu. Jamais, Viviane. Inventer, c'est une passion transmise par mon père. Ne jamais renoncer est le 11e commandement enseigné par ma mère. Mes parents m'ont protégé, mais m'ont aussi donné la force de me battre. Je compense ma taille par mon intelligence et par la ruse. Je peux vous poser une question, Viviane ? Bien entendu. Avez-vous toujours les yeux aussi brillants ou souffrez-vous d'une fièvre ? Ah, les deux, Martin, les deux. Je suis une éternelle malade. Ma température actuelle est de... Elle consulta sa montre médicale. Le cadran affichait toutes ses données vitales, tension, rythme cardiaque, température interne. J'ai 42 degrés de fièvre. 42 ? Seigneur, vous devriez être au lit. Non, rassurez-vous,
J'y suis habitué, ça me fait plus grand-chose. En fait, ma température peut augmenter bien davantage sans que je présente le moindre malaise. Je résiste à tout. Ah bah c'est surprenant et bigrement intéressant. Je suppose que vous voulez suivre des études de biologie pour comprendre votre fonctionnement. Bah, comme vous suivez des études de physique et de chimie pour inventer et commercialiser des gadgets tels que celui sur lequel je suis assise. Exact, Viviane. Nous sommes tous les deux des cas. La salle fut plongée dans l'obscurité. La séance débutait. Ils attendaient le long métrage depuis longtemps et les trucages informatiques avaient enfin permis sa réalisation. Une ombre se glissa dans la salle et stoppa au premier siège rencontré. L'être était fasciné par ce film. Il était prêt à endurer les souffrances infligées par un volume sonore trop élevé, en dépit d'un casque de tir rivé sur ses oreilles pour atténuer le bruit. Il venait dévorer ses histoires favorites. Il attendit que son héros de prédilection apparaisse. Wolverine, alias Serval, le fauve solitaire. Sa violence à fleur de peau le fascina. Curieuse coïncidence, Viviane vivait à la même adresse que Martin. Elle avait emménagé 2 semaines plus tôt et s'était consacrée à la préparation de sa chambre. Installation d'armoires vitrées supplémentaires, pillage des pharmacies environnantes et de l'officine du centre hospitalier universitaire de Poitiers, et remplissage des meubles. Martin avait été stupéfait par la quantité de gélules amassées et par l'érudition de Viviane. L'utilité des produits, la durée des traitements, les doses, les interactions médicamenteuses, les contre-indications, elle était incollable. Et elle réalisait ses propres mélanges en vraie pharmacienne en herbe. Son diagnostic médical n'était pas en reste. Elle se targuait de déceler n'importe quelle pathologie chez un patient grâce à ses symptômes. Devant tant de connaissances, Martin s'étonna qu'elle veuille simplement devenir biologiste. Elle lui répondit qu'elle était sûre d'avoir été la victime de manipulations génétiques, et que la biologie génétique serait la seule voie qui mènerait à la vérité. La manipulation génétique. Cette pratique monstrueuse était monnaie courante. Lui-même en avait peut-être été la victime inconsciente. Ses dons lancés étaient si surnaturels qu'ils n'excluaient pas une manipulation de son génome. Cette fille avait une conception de la décoration assez particulière. En lieu et place des posters de chanteurs ou chanteuses ou autres héros de télévision à la mode, Viviane tapissait les murs d'aquarelles, de gouache et d'huile représentant des bactéries, des microbes et des virus. L'ornementation du studio de Martin ne valait guère mieux. Les cloisons supportaient une myriade de plans, et son lit était la seule concession domestique dans l'atelier de fortune installé à l'étage. Viviane était différente, fascinante. Il se sentait proche d'elle. Elle partageait cette sensation de bien-être auprès de Martin. Durant une bonne heure, il lui conta ses mésaventures encourues lors d'une enfance qu'il estimait globalement heureuse. C'était un être joyeux, prenant le bon côté des choses. Lorsqu'elle lui avait affirmé qu'elle aurait préféré vivre sa vie à lui plutôt que la sienne, il lui avait demandé pourquoi. Parce qu'il avait la santé, avait-elle répondu. J'ai la santé aujourd'hui, Viviane, mais demain. Demain, une simple grippe m'emportera peut-être. Tandis que toi, tu survivras à un virus mortel pour l'ensemble de la population. Ton corps encaissera le choc, mais il se relèvera, apprivoisera le virus, la bactérie ou le poison. Personne ne peut vivre une telle expérience. Tu es exceptionnel. Vraiment? Ah, vraiment? Nous le sommes tous les deux. Dans mon cas, c'est point visible. Je suis champion de lutte gréco-romaine et je suis un bon inventeur. Toutefois, je possède une autre caractéristique probablement issue d'une manipulation génétique. Comme moi? Laquelle? Ma précision. Je peux lancer n'importe quel objet et le transformer en projectile. Il atteint sa cible à coup sûr, pour peu qu'elle ne soit pas trop éloignée. Un super lanceur? Par exemple, si nous étions prisonniers, attachés au barreau de mon lit, que la commande nous libérant soit la clé plantée dans la serrure de ma porte, là-bas, tu serais capable de bricoler un harpon et d'alpalier la clé? C'est un défi? Ça y ressemble, je crois. Martin la dévisagea, le sourire aux lèvres. Il accepta. Il prit une punaise sur le bureau de Viviane et la fixa au fil d'une bobine prise dans la trousse à couture. Il coinça la punaise entre l'ongle de son majeur et de son pouce. D'un geste, il projeta l'hameçon improvisé à travers la pièce, retenant de l'autre main la longueur de fil nécessaire déployée pour l'opération. La punaise atterrit directement dans l'anse de la clé. Viviane eut le souffle coupé.
prodigieux. Pour que la tentative soit couronnée de succès, il lui fallait maintenant ramener la clé. Il tira en douceur et bloqua la partie ronde de la punaise contre le métal. Patiemment, il vrilla la cordelette improvisée jusqu'à ce que l'extrémité exerce une force contre la clé. Elle tourna, et il choisit cet instant pour tirer d'un coup sec. L'élan donné, fort et précis, suffit pour que la clé vole dans les airs. Il s'en empara en plein vol. « Tu es doué pour ce genre d'exercice. » La jeune femme réprima un frisson, une réaction qui n'échappa à l'œil de lynx de Martin. « Tu as froid ?»« Oui, j'ai attrapé une souche de grippe asiatique très virulente. Elle résiste à de nombreux médicaments, mais pas d'inquiétude, mon masque te protège. Si tu l'avais attrapée, tu aurais survécu environ 2 ou 3 heures, pas plus. Elle promet d'être dévastatrice. Une fois assimilée par mon organisme, je vais isoler ses actifs. Comment dire, en moi, elle va se faire une santé du diable. Et je serai capable dans quelques heures de la reproduire à volonté et d'accroître sa vitesse de propagation. À volonté? Tu peux transmettre des maladies que tu as eues par le passé? Oui, c'est même ma caractéristique principale et ma destinée fatale. Je suis comme une banque de virus, bactéries, venins, poisons, dans laquelle je peux piocher à volonté. Cette grippe, par exemple, pourra ressortir et contaminer une personne en moins d'1 minute. Oh, c'est terrifiant, je sais. C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, Martin. Tu as eu ton lot de douleurs, de moqueries, j'imagine. Cependant, tes parents pouvaient te serrer dans leurs bras. Pas les miens. Ah, j'aurais pas dû narrer ma vie de famille, je suis confus. Non, non, j'ai eu plaisir à entendre des mots gais remplis de joie. J'ai espoir de changer tout ceci un jour. Qui sait, de rencontrer un mutant comme moi, qui n'aura pas peur d'être contaminé par mes germes, de servir à quelque chose en faisant progresser la recherche, de servir une cause. Toi, tu regardes trop les X-Men. Oui, mais je n'espère pas rester isolé toute ma vie. Quoi qu'il arrive, ce soir a été un tournant dans ma vie. Tu es la première personne à ne pas avoir peur de m'adresser la parole. Cela compte énormément. Ben, je te retourne le compliment et la remarque. Tu sais, c'est curieux. Quoi? J'ai l'impression que nous pourrions rencontrer d'autres personnes pas ordinaires. Dans cette ville de taille moyenne? J'en doute. C'est pas certain, j'ai comme un pressentiment. Maintenant que tu le dis, je peux te confier un secret. Lequel, Viviane? Bah, au cinéma, lorsque le film a débuté, j'ai eu une curieuse sensation. C'est difficile à expliquer. Je perçois la présence des bactéries, des acariens, des virus, des microbes, aussi petits soient-ils. Mon nez est un canal à bestioles en tout genre. C'est aussi l'organe le plus sensible que je possède, et je suis si sensible que je peux reconnaître des sentiments humains grâce aux odeurs corporelles dégagées par les gens. Ah, ça c'est intéressant. Eh bien, je peux affirmer que tu es joyeux en ma présence et que tu n'as pas peur. La peur dégage une odeur bien palpable que j'ai appris à reconnaître au fil des années. Je m'en doute. Dans la salle de cinéma, il n'y avait que de la joie, des odeurs très subtiles d'excitation, sauf une, suffocante tant que la personne était atteinte. Atteinte de peur, c'était du cinéma. Certes bien réalisé, mais il ne s'agissait pas d'un film d'horreur destiné à terroriser les spectateurs. Il ne s'agissait pas de peur, c'est pas ça. Un être souffrait d'un stress intense dû au film. J'ignore si c'est parce que l'un des protagonistes le touchait de près, s'il s'identifiait à l'une des histoires, ou si le scénario le replongeait dans sa propre existence. Il vivait un cauchemar. Pourquoi n'est-il pas sorti? Pourquoi s'est-il infligé le supplice? Par masochisme, par jeu, par impuissance, par désir de repousser une limite, que sais-je? Il y a mille et une explications à cette question. C'était un mutant? Je l'ignore. Il y avait pourtant une odeur curieuse. Laquelle? Bah, ça sentait le charbon. Le charbon? Il voulait faire un barbecue? C'est marrant, Martin. Non, 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 non. Il souffrait. As-tu remarqué des augmentations de souffrance à des moments précis? Viviane n'avait pas songé à cette éventualité. Il était vrai que les émissions de phéromones de stress avaient connu des pics. Mais à quel moment? Peut-être. Mais quand, je ne sais pas. Ça me reviendra sûrement. Bon, j'ai abusé de ton temps de sommeil au-delà du raisonnable pour cette soirée. N'oublions pas nos cours respectifs de demain. Nous nous reverrons? Bien sûr.
Que tirais-tu du restaurant universitaire? Dès l'ouverture, pour être tranquille, avouèrent-ils en même temps. Martin prit congé et lui souhaita une meilleure santé pour le lendemain. Il regagna son logis sans que les marches, trop hautes pour lui, n'entament le rythme de l'escalade. Il croyait dur comme fer à sa bonne étoile. Il rencontrait un être hors du commun qui le traitait d'égal à égal. Il y en aurait d'autres, forcément. C'était l'année exceptionnelle, celle qui effacerait les autres. Chaque être connaissait dans sa vie une année fantastique, celle où tout réussissait, celle qui émergeait du lot et de loin. Ce serait celle-ci. La somptueuse femme aux cheveux noirs, brillants, bouclés, aux yeux de ténèbres impétueux, à la bouche sanguine et provocante, avait reçu des dieux un corps sculpté par les mains d'Apollon et d'Aphrodite en personne. Dès son apparition dans l'amphithéâtre, mettant en valeur sa peau bronzée par une robe échancrée et décolleté jaune vif, elle avait déclenché une bordée de sifflements de balles en rut, surenchérissant dans la vantardise. Devant cette créature proprement démoniaque, ils paraissaient capables de déclarer leur flamme en dialecte togolais s'il le fallait. Martin avait assisté à la scène avec amusement. L'inconnu venait d'être propulsé au rang d'égérie de première année de faculté de physique et de chimie. L'accueil que l'assemblée lui avait réservé, à lui, le minuscule rejeton de la couvée, n'avait pas été du même acabit. Un silence de plomb avait accompagné sa montée des marches jusqu'au 4e rang. Peu importait. Il aurait pu poursuivre l'ascension jusqu'au dernier rang, par défi, si cela s'était avéré nécessaire. Cependant, il préférait rester aux avant-postes, n'ignorant pas que certains enseignants possédaient la détestable habitude d'inscrire des pattes de mouche sur leur tableau. Il ne s'agissait en aucun cas d'une volonté d'économiser la craie, mais plutôt une action destinée à écrémer l'assemblée par le fond avant les partiels de Noël. Martin se consola en notant que son arrivée n'avait pas déclenché autant d'hilarité que celle d'un jeune homme coiffé d'un casque de tir rembourré. Les rires excitèrent sa panique. Il fut à 2 doigts de rebrousser chemin. Martin l'observa. Le jeune homme tremblait et fuyait les regards des autres étudiants. Il ne quittait pas son casque. Avec un tel équipement, comment entendrait-il le discours de l'enseignant? Il était arrivé en dernier, comme l'être que Viviane avait détecté dans le cinéma. Se pouvait-il qu'il s'agisse de la même personne? Il n'était qu'à quelques encablures de lui, tout comme la jeune beauté arrivée quelques minutes plus tôt. Juste avant que le cours ne soit entamé, elle décida de changer de place. Au passage, elle marqua une légère pause auprès du type casqué. Elle lui murmura une phrase au creux de l'oreille et s'éloigna de lui, faisant fi de sa surprise. Que pouvait-elle lui avoir avoué pour que son attitude change aussi radicalement? Il ne tremblait plus et levait enfin les yeux vers les étudiants, vers le professeur, vers le tableau et vers sa mystérieuse bienfaitrice. Martin n'en revint pas. Elle se planta sur le siège voisin du sien. Il remercia le Seigneur pour lui avoir envoyé une vision aussi savoureuse à ses côtés. Finalement, il se demanda comment il pourrait étudier avec une créature aussi parfaite près de lui. Il finit par se convaincre que cette venue était plutôt l'œuvre du malin qui souhaitait l'éprouver en ses premières heures d'études. Pire même, la diablesse lui décocha un sourire ultra bête, très frais et franchement éblouissant qui n'était pas près d'oublier. Il crut déceler une œillade assassine. Elle ouvrit un classeur et prit un paquet de feuilles vierges. Elle plongea sa main dans sa trousse d'étudiante et en ressortit une cartouche d'encre noire, de marque Parker, qu'elle tendit à Martin. Merci, mais j'ai ce qu'il faut aujourd'hui. C'est le premier jour de rentrée. Elle s'empara d'un stylo à billes et commença à prendre des notes. Elle lui confia. Ça pourrait servir. Martin ne comprit la situation que petit à petit. D'abord, le professeur venait à peine de sortir son dossier. La jeune femme prenait des notes avant même qu'il n'ouvre la bouche. Ensuite, Martin fut pris d'un doute. Il tenta d'inscrire le nom du professeur et la date du jour sur son cahier. Rien n'y fit. Son stylo à plume refusa de délivrer la moindre goutte d'encre noire. Il dévissa le logement de la réserve. Il y avait une cartouche, mais elle était défectueuse. Entièrement sèche. Il la remplaça par celle offerte par sa voisine qui grattait comme une forcenée. L'enseignant débuta son cours. Par curiosité, Martin jeta un coup d'œil par-dessus l'épaule de la jeune femme. Le début correspondait mot pour mot aux paroles du conférencier.
Elle stoppa son écriture et dit à Martin en le fixant avec ce regard ravageur. « Je me nomme Gwendoline Amarose et je suis mutante. On m'appelle aussi gitane, en référence à mes origines bohémiennes. J'ai pas qu'un physique, j'ai aussi un cerveau, et je suis la fierté de tout mon clan. Quant à ta question sur ta réussite aux examens, la réponse est oui, mais tu t'en doutais un peu car tu seras le plus brillant major de promotion dans l'histoire de cette faculté. Fin de l'interview pour le moment, rendez-vous à la cantine avec les autres. » Elle avait annoncé la fin du dialogue, on était ça. Et Martin n'entendait pas contester cette affirmation. Mais qui étaient les autres dont elle avait parlé? Comment savait-elle qu'il devait retrouver Viviane au restaurant universitaire? Comment était-elle en mesure de confirmer sa réussite aux examens dans les plus brillantes conditions? Elle avait donné la réponse. C'était une mutante. Le paranormal faisait-il l'objet de recherches génétiques? Pourquoi pas? L'inventeur voyait bien quels avantages l'armée aurait retirés d'un devin. Annonce des manœuvres de l'ennemi, détection des positions des sous-marins et autres armes secrètes, révélation sur la réalité des destructions entreprises, dénonciation des traites. Ces motifs justifiaient la recherche et la manipulation des séquences ADN. Une question demeurait en suspens. Que faisait-elle ici à ses côtés? Le provoquait-elle ostensiblement en affichant ses pouvoirs d'anticipation, de divination sous son nez? Savait-elle quelque chose qu'il ignorait? Il avait hâte de poursuivre l'entretien. Les présentations avaient été écourtées par Gwendoline. Elle avait déballé la vie de Viviane et de Martin au grand jour, faisant preuve d'un bagou inouï, une éloquence qu'un écrivain machiste aurait au fait de qualifier de typiquement féminine, mais l'auteur de ces mots étant par nature extrêmement bavard en compagnie amicale ou familiale, il se serait fait couper la langue plutôt que de proférer un tel tissu de mensonges. Viviane riait de bon cœur, derrière son voile protecteur, et luttait pour ne pas s'étouffer avec sa viande et ses légumes. Cette Gwendoline était hallucinante de réalisme. Elle racontait tous ses malheurs, comme si elle les avait véritablement vécus. Elle ne tarissait pas d'anecdotes sur Martin. Son don de divination frisait la perfection. Il irrita néanmoins un jeune homme envahissant leur tablée sans la moindre gêne. Il lança en posant son plateau. « Tu leur as présenté la face sympathique de tes pouvoirs, mais leur as-tu parlé du côté obscur, chérie? Écoute ta terreur, tu ne me fais pas de peur avec tes tours de passe-passe, tes petits déguisements minables et ton discours de gigolo des bacs à sable. » « Oh, bah quel compliment! J'apprécie venant de toi. Patience, ma toute belle, je saurai bientôt quel est ton point faible et tu craqueras. Tu seras à moi. Rêve toujours, voyou de seconde zone. » La joute amusait l'intrus. « J'adore cette fille. Le plus drôle, c'est qu'elle est folle de moi, mais elle n'ose pas l'avouer. Ça viendra de en temps et heure, baby. T'auras la frousse et tu te réfugieras dans mon pieu. » Il finit par les laisser entre eux. Qui est ce type? Thierry Misard. Je l'ai rencontré dans le train hier soir. C'est un bel âtre qui s'imagine irrésistible. Bah, il n'est pas mal, nota Viviane. Ouais, mais il use de son pouvoir pour charmer et je n'aime pas ça. Son pouvoir, fit Martin. Il a le don de lire dans les frayeurs de l'âme et de prendre l'apparence effroyable aux yeux des victimes. Elle panique, elle croit vivre un vrai cauchemar et plonge dans ses bras dès l'arrêt des visions. Il peut endosser n'importe quelle identité. Ce mutant abuse de ses pouvoirs et n'a aucune morale, aucune éthique. Il se vante d'avoir eu des centaines de conquêtes. Je l'ai apparemment contrarié dans son comptage mirifique. Tu résistes à ses dons? La divination offre une résistance d'esprit, une imperméabilité particulière. Et ce côté obscur, quel est-il? Mes prédictions se réalisent toujours, du moment qu'elles sont plausibles. S'il est vraisemblable qu'un être soit victime d'un accident, il le sera, même s'il ne devait pas en avoir. Tu influences le futur? Oui. Martin et Viviane en restèrent bouche bée. Comment pouvait-elle dévier la destinée? Comment exiger une preuve sans danger? Martin eut une idée. Pourrais-tu imaginer que les compteurs électriques sautent parce qu'il est possible que l'installation électrique soit trop faible pour supporter l'intensité des fours à pleine puissance? Bien sûr. Les compteurs électriques vont sauter maintenant. L'éclairage rendit l'âme. Le courant ne revint qu'au bout d'une minute, à l'instant précis où Gwendoline le déclama. Puis elle ajouta que Martin et Viviane n'étaient pas au bout de leur découverte en cette journée. Elle en savait plus qu'elle n'en disait. Elle réclama de la patience. Elle ne tenait pas à influencer le destin.
Les trois étudiants se dévisagèrent en même temps. Le réfectoire était quasiment vide à 11h30, mais quelque chose ou quelqu'un générait des vibrations dans le béton du bâtiment. La puissance des tremblements s'intensifiait. Ils eurent rapidement la réponse. Un type, haut comme une montagne, large comme une fabrique d'armoires normandes, épais comme la couche de neige sur l'Everest, apparut en haut de l'escalier, accompagné d'une jeune femme aux cheveux roux et courts. Gwendoline fut incapable de se taire. La taille de cet homme! Elle est prodigieuse! Combien mesure-t-il? Combien pèse-t-il? Seigneur, j'aimerais pas mettre la main au portefeuille pour pouvoir l'habiller ou le nourrir. Martin dévoila, c'est Hubert Tannenbaum. Viviane joua la surprise. Tu le connais? Pas en personne. J'ai juste feuilleté le livre des records. Il s'agit de l'homme le plus grand de tous les temps. Il mesure près de 2,90 m et son poids oscille entre 350 et 400 kg. Sa famille a été fabriquée dans le même moule. Sa mère est la plus petite personne de la tablée, à 2,2 m. Les autres membres s'étalent entre cette taille et 2,50 m. Lui est encore plus grand et encore plus lourd. Il appartient à un clan de bûcherons qui exploite un domaine dans la forêt des Vosges. Sa force est prodigieuse. D'après la légende, il serait capable de tailler un sapin à main nue. J'ai pas eu l'occasion de visionner le reportage réalisé par la télévision régionale sur son clan, mais d'après mes sources, on y voit quelques exploits de ce type. Il a participé au concours annuel de l'homme le plus fort du monde et a remporté les 4 dernières éditions. Pour vous donner une idée, ils doivent soulever des pierres pesant plus de 100 kg, effectuer des lancers de troncs d'arbres, des portées de voitures, des tractions de wagons. Impressionnant, dirent les jeunes femmes en même temps. Ça aussi c'est impressionnant. Regardez les plateaux repas qu'il prépare. Il va s'en tirer pour une fortune. Bon sang, il vient de commander 2 poulets entiers et au moins 3 kilos de purée de pommes de terre. Gwendoline plaisanta. Il suit un régime? Étant donné sa corpulence, c'est presque insuffisant pour tenir une demi-journée. Je surveille mon tour de taille, je pratique activement le jogging, je fais des abdominaux et je veille à ne jamais franchir la barre des 2000 calories par jour. Ce gars ingurgite au moins 20 000 calories par jour. Au moins, dit Gwendoline. Son régime alimentaire et sportif diffère fondamentalement du tien. Et du mien aussi, ajouta Viviane. Le sport m'est interdit. Les aliments sont une source de danger, surtout si l'on note que je développe spontanément des allergies. Dites, vous avez remarqué la jeune femme qui l'accompagne? Son plateau n'engendre pas la mélancolie. Ah oui, bien vu. Il n'y a presque pas de nourriture solide. Mais alors qu'est-ce qu'il y a comme vin? Eh, vous avez vu ce que je vois? À peine installée à la table voisine en compagnie d'Hubert, la rouquine extirpa 2 flasques de liquide incolore de son sac à main. Aucune marque n'indiquait la nature du contenu, mais Martin, Gwendoline et Viviane auraient parié qu'il s'agissait d'alcool. Elle s'en servit 2 grandes rasades, maîtrisant mal son geste, tremblant comme un malade atteint de la maladie de Parkinson. À première vue, elle était saoule, ronde comme une queue de pelle. D'ailleurs, sa démarche mal assurée, ses difficultés pour se diriger dans le réfectoire et atteindre sa table, confirmaient la validité de cette hypothèse. Elle était ivre dans ses gestes, mais pas dans sa tête. Elle discutait normalement avec Hubert, comme si elle était à jeun. Inconsciemment, les 3 nouveaux amis s'étaient tus à l'approche des 2 nouveaux venus. Ils écoutaient la conversation de manière indiscrète, à l'affût d'une narration d'exploits entreprise par Hubert Tannenbaum. À un moment donné, Hubert et sa convive s'en aperçurent. Il stoppa net et tourna vers eux. Ça vous intéresse notre conversation? Ah oui, fit Martin. Qui a parlé? Moi, répondit le nain. Toi, le nabot? Que veux-tu? Martin glissa sur la remarque désobligeante et poursuivit. Faire connaissance avec l'homme le plus fort du monde, à ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît? Dis donc, Minus, tu me cherches? Pas du tout, je suppose juste que ta réputation est usurpée. Usurpée? Hubert se redressa et fit voler une table en éclats, d'un seul coup de poing. Le mobilier aplati d'une chiquenaude. Martin avoua avec regret. Oh, apparemment pas. Et calme-toi, Hubert, c'est pas la peine de l'écrabouiller. Tout le monde sait que tu es imbattable. Merci, Hélène, mais je tiens à rappeler à Tom Swoosh qui est le champion du monde toute catégorie. Il tenta d'attraper Martin par le col de chemise pour l'envoyer contre un mur à quelques mètres de là, ou pour le tordre aussi facilement qu'une barre de fer. Le nain, vif comme l'éclair, échappa aux mains larges comme des pagaies. Il se faufila entre les tables et les chaises pour atteindre un espace dégagé au fond du réfectoire. Hubert le suivit sans l'ombre d'une hésitation, persuadé de n'avoir besoin que d'une paire de secondes pour broyer le moucheron.
Il se rua sur l'étudiant en forme miniature, avec la ferme intention de le réduire à l'état de crêpe, grâce à l'avantage procuré par ses 400 kilos. Martin évita l'assaut sans mal, en se jetant au sol et en roulant sur lui-même. Ainsi il créa une embûche sur laquelle Hubert trébucha. Le géant des Vosges s'étala de tout son long sur le carrelage rude de la cafétéria. Grognant autant qu'un ours, il mit plusieurs secondes à se relever. Il était plus à l'aise en position verticale qu'en position horizontale. Il changea alors de tactique, avançant lentement vers Martin pour l'acculer dans un angle de la salle, tout en exécutant des moulinets destinés à l'écharper au passage. La manœuvre réussit. À un moment donné, le plus petit des deux fut coincé. Le Malabar en profita pour lancer ses poings en direction du nain. Un geste technique peu commode dans la mesure où la tête de l'adversaire ne se situait pas à la hauteur habituelle, mais carrément à une bonne soixantaine de centimètres en contrebas. Les poings ne rencontrèrent que le mur du béton qui s'effrita à plusieurs reprises. Hubert grimaça quelque peu, la matière extrêmement résistante étant loin de ressembler à du beurre, même pour une force de la nature comme lui. Martin choisit de s'échapper en glissant sous les jambes de son adversaire. Un véritable viaduc improvisé. L'autre se retourna aussitôt, faisant preuve d'une rapidité assez hors norme pour son gabarit monstrueux. Il reçut les pieds du nain en plein ventre et recula suffisamment pour rebondir dans le mur situé derrière son dos. Un effet contraire le fit ensuite basculer en avant, et Martin en profita pour placer une prise à mi-chemin entre la lutte et le judo qui acheva d'envoyer valser le géant à terre. En moins d'une minute, c'était la seconde fois qu'il mordait la poussière. Dire qu'il n'imaginait une issue favorable du combat au bout d'une vingtaine de secondes. Il n'en fut rien. Le petit Tom mit un terme au combat en s'emparant des bras du géant. Une clé bien appliquée généra une douleur insupportable. Le temps de ficeler le rôti à l'aide d'un cordage extrêmement fin tiré du blouson miraculeux. Avant même d'avoir prononcé un soupir, Hubert vit ses pieds entravés de la même manière avec un matériau identique. Satané nain, tu ne t'imagines pas retenir un bulldozer comme moi avec des bouts de ficelle. Je casse des manettes à main nue, mon pote. Alors, aïe! Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Du fil de nylon. Celui-ci sert à la pêche au gros, autant dire qu'il est résistant. Fais attention. Son extrême finesse en fait un véritable tranchoir si tu tentes de t'en dépêtrer. Autrement dit, ce bout de ficelle va te retenir indéfiniment et t'entaillera les poignets et les chevilles si tu essayes de le briser. Nom de Dieu, comment tu as fait? Personne ne m'a jamais battu. Je t'explique si tu te tiens tranquille. Ok, je suis beau joueur, j'admets ma défaite. Sur ces mots, Martin procéda à la libération. Hubert tint parole et s'assit à la table de Viviane et Gwendoline, accompagné de sa copine rousse, sans oublier ses nombreux plateaux qu'il étala tout autour de lui. Il commença à ripailler joyeusement et glissa entre deux bouchées. Vas-y, explique-moi l'inexplicable. On a le temps, j'en ai au moins pour 1 heure à avaler ma ration du midi. Au fait, je vous présente Hélène Duval, étudiante en première année d'économie comme moi. Enchanté. Voici Viviane et Gwendoline. Moi c'est Martin. Et je te donne l'explication, comme promis. Je suis lutteur amateur, j'ai été champion de France dans ma catégorie. De plus, je suis inventeur, je me promène toujours avec un tas de gadgets utiles sur moi, parce qu'il m'est souvent nécessaire de combler les handicaps liés à ma taille. Donc, rapidité et ingéniosité sont mes 2 facettes principales. Et je ne sous-estime jamais une personne, ni l'étendue de ses ressources. J'analyse en permanence la situation pour voir comment je peux m'en sortir. Ah, en gros, t'es plus malin que moi. Je suis un improvis sans cervelle qui fonce comme un taureau sans réfléchir, et c'est pour cette raison que tu m'as battu. Pas tout à fait, Hubert. Tu as réfléchi en changeant de tactique et en tentant de me bloquer dans un recoin. Seulement tu n'as pas persévéré dans cette voie. Dommage. C'était bien l'unique façon de me vaincre. Attendre que j'agisse pour contre-attaquer au lieu d'attaquer. Tu es lent, je suis rapide. J'ai donc joué sur cette différence. Je n'ai pas pensé à mes forces, j'ai pensé à tes faiblesses. La nuance est là. Je ne pouvais que perdre face à toi? Pas nécessairement. Nous avons tous face à nous une personne plus apte à nous battre. Par exemple, Viviane peut battre chacun de nous. Quoi? Comment? Enfin, excuse-moi, Viviane, mais tu fais peine à voir. Tu as l'air si malade, si chétive. Justement, admit-elle. Je suis si malade que je peux te contaminer par n'importe quel virus. J'attrape absolument tout. Les bactéries, les virus, les microbes, mais aussi les venins, les poisons. Je les transmets à volonté en multipliant leur force par 1000. C'est insensé. Tu pourrais me refiler une grippe qui me terrasserait en quelques heures? En quelques minutes. Ah, c'est dingue. Et d'où sortez-vous?
Et toi, la Gwendoline, tu sais réaliser des trucs dans ce genre? Pas dans ce genre, mais dans un autre. Vous êtes des mutants, admit Hélène. Martin, Hubert, votre taille n'a rien de naturel. Viviane, elle, a probablement subi les manipulations génétiques les plus insensées. Qui d'autre encore à part vous et moi a subi des folies? Toi aussi, demanda Martin. Laquelle? Tu n'as rien remarqué, Martin? Elle désigna son plateau où le liquide dominait le solide. Depuis ma naissance, je suis dépendante de l'alcool. Mes parents sont des scientifiques. Ils ont avoué avoir pratiqué des expériences sur moi alors que je n'étais qu'un fœtus. Ils m'ont modifié afin que mon corps réclame des doses massives d'alcool pur chaque jour. Ce que tu vois sur le plateau ne représente qu'une faible partie de ma prise quotidienne. Ma résistance cérébrale aux effets secondaires est exceptionnelle, mais ma démarche est mal assurée. Par contre, je bénéficie d'une chance inouïe propre aux personnes en état d'ébriété. Il ne m'arrive jamais rien de fâcheux. J'évite tous les ennuis, les obstacles. J'ai des dizaines de vies en réserve. Une autre conséquence néfaste, c'est mon haleine. Je suis obligé de parler à distance et les dents serrées, car mon haleine est si alcoolisée que je ferais exploser un éthylomètre. Elle s'enflammerait si j'approchais une flamme. Tu aurais droit à un lance-flamme efficace. Impressionnant. Dites donc, entre Hubert et sa force légendaire, Viviane et ses virus paralysants, Hélène et son souffle brûlant, moi et mes gadgets, ainsi que mes dons pour lancer n'importe quel objet dans n'importe quelle cible, Gwendoline et ses dons de prédiction plus que réalistes, nous faisons une sacrée brochette d'individus pas comme les autres. C'est vrai, durent-ils admettre en chœur. Vous croyez qu'il existe d'autres personnes, d'autres étudiants comme nous? Tu veux dire des mutants, précisa Hélène. Eh, moi j'en suis pas un, ajouta Hubert. En es-tu sûr? Demanda Gwendoline. Tu te souviens pas de l'accident de tes 15 ans? Mes 15 ans? Comment? Comment? Je sais, c'est tout. Je sais que tu as été involontairement pris dans le feu croisé d'une fusillade entre deux bandes rivales de loupards. Que sont devenues les 5 balles qui ont atteint ton abdomen? Pourquoi ont-elles rebondi sur toi? Tu imagines que ta peau graisseuse et élastique a et n'a pas subi de mutation pour revêtir cette caractéristique incroyable? Tu es un mutant, Hubert, comme nous. Comme moi qui peut influencer l'avenir dans la mesure où c'est possible. Comme moi qui peut t'annoncer la rupture des dents de ta fourchette. Maintenant. L'instrument d'alimentation se brisa net sur l'assiette de purée de pommes de terre, suscitant l'étonnement et l'admiration des autres convives. Martin sourit. Je crois que je m'y ferai jamais, Gwendoline. C'est si surprenant. Tu as peut-être la réponse à ma question après tout. Existe-t-il d'autres mutants? Tu en as rencontré un tout à l'heure. Thierry Misard? Ah oui, bien sûr, il crée des chimères liées aux peurs de chacun. C'est un mutant. Moi, rien ne me fait peur. Rassure-toi, Hubert, si tu possèdes en toi une peur cachée, il la trouvera. Hélène s'inquiéta. Un mec qui exploite des peurs, je trouve ça pas très sain. Je doute qu'il puisse s'intégrer à notre groupe. C'est aussi mon avis, renchérit Martin. Pourtant ses talents seraient précieux. Précieux, dit Viviane. Précieux pourquoi? Quelle idée as-tu? Tu veux former une sorte de club? Précisément. Oh, je vois le genre, railla Hubert. Le club des spécimens, des zigotos allumés et des bestiaux de foire. Non, des cas capables ensemble d'exploiter leurs dons pour protéger les citoyens, pour envoyer la racaille toujours plus nombreuse au fond d'un cachot. Une police parallèle? Pourquoi pas l'armée bis ou une milice du Front National tant que tu y es? Libre à toi d'adhérer à l'idée ou non, Hubert. Malheureusement, les mutants sont peu ou mal acceptés. Former un groupe œuvrant pour le bien ne ferait qu'ajouter des plus à l'actif de gens comme nous. Montrer l'exemple, ouvrir la voie, accueillir les mutants et leur faire prendre conscience de leur spécificité, c'est important. Tu te prends pour les X-Men, tu vas trop au cinéma. Bah, effectivement, j'ai vu le film, mais je suis pas le seul. L'idée de créer une association d'êtres différents m'a effleuré, c'est vrai. Réfléchis à ma proposition, prends le temps. On s'appellerait comment? Le X, c'est déjà pris. Et je vote contre le Q ou le P, hein, c'est pas très délicat. Ils rirent tous à gorge déployée, sauf Gwendoline qui se contenta de sourire. Elle savait déjà quelle idée germait en Martin, depuis plusieurs jours avant même de l'avoir rencontré. Elle savait qu'ils devraient batailler ferme pour inclure Thierry Misard, cet ignoble coureur de jupons dans leur rang. Elle savait qui serait leur chef naturel. Mais tout ceci n'était rien en comparaison de la difficulté majeure qui les attendait. Apprivoiser un mutant à part, au talent éblouissant, un être qu'il fallait faire basculer du côté du bien,
sous peine de mise en danger de leur groupe. Une présence indispensable pour mener à bien leur première mission contre un ennemi naissant. Elle avait préparé le terrain, il n'ignorait pas le rôle qu'elle devrait jouer dans l'équipe pour permettre la venue de cet être. Elle devait réussir, sinon il serait balayé en 2 temps 3 mouvements. Elle pria le Seigneur en silence, tandis que Hubert donnait un vivant exemple de la mesure de son appétit, en engloutissant de prodigieuses quantités de nourriture. La lune rousse et géante se dressait à l'horizon. Sa lueur cendrée s'amalgamait aux raies orangées de la haie de lampadaires conduisant au centre-ville. Un jeune homme lui tournait le dos. Son pas pressé trahissait une tendance à la paranoïa. La nuit, tombée depuis une demi-heure, l'angoissait. L'obscurité véhiculait un cortège d'ombres inquiétantes, une corde de bruits, de soupirs, de craquements, effrayant pour un être aussi sensible que lui. En dépit de ses phobies, il n'avait pas hésité à demeurer dans la bibliothèque du campus jusqu'à la fermeture. Son objectif, réussir sa première année en faculté de physique, option acoustique, et les suivantes, jusqu'au doctorat. Depuis sa tendre enfance, il était obsédé par la traque des décibels, la création de barrières anti-bruit efficaces. Et pour atteindre son but, il devait devenir docteur en acoustique. Sébastien Roger souffrait d'un handicap profond, l'hypersensibilité au bruit. Ses tympans élevaient une banale conversation au rang de torture infligée par un concert de hard rock, crachant son flot de décibels sur des hordes de tatoués chevelus, secoués par des tensions électriques et agglutinés devant des enceintes hautes comme des immeubles. Sa particularité physique le contraignait à porter en permanence un casque de tir, disgracieux et encombrant. Malgré cette précaution, les avions, cornes de brune, marteaux-piqueurs, engins de terrassement et puissants klaxons le mettaient à mal. Cette année, ses études auraient la priorité. Il compléterait ses cours par des recherches personnelles sur Internet, dans les livres, et s'accorderait de rares moments de détente, à l'image de la précédente soirée. Ah, hier soir. Malgré les boules tiesses, le coton, le casque protecteur, il avait enduré 1000 souffrances pour profiter de X-Men au cinéma. La faute à ces saletés d'enceinte 10 000 fois trop puissantes. Cependant, le scénario, les images, l'histoire, ses personnages préférés prenant vie sur grand écran, toute cette magie valait la peine de souffrir. Il avait vu son héros fétiche dès le début de la projection. C'était le personnage central de l'histoire. Logan, alias Wolverine, l'homme solitaire au squelette indestructible, aux griffes de métal jaillissant lorsque l'action l'exigeait, lorsque la peur le commandait. Un être solitaire comme Sébastien, sans passé, sans identité. Sébastien sortait de l'assistance publique. Il ignorait tout de ses géniteurs terrés derrière leur confortable anonymat. Ses enquêtes personnelles avaient échoué. La toute-puissante administration étatique, la DAS, persistait dans le mutisme, à l'instar des Corses face aux attentats terroristes. Il ne savait rien, sauf qu'il était un mutant dont les parents s'étaient débarrassés dès la naissance. Il avait grandi sous les colibés de ses compagnons d'infortune. À l'assistance publique, les mômes n'étaient pas tendres entre eux. Sans repères parentaux, le respect d'autrui s'apprenait à coups de poing. Si l'un d'entre eux révélait des faiblesses, les autres membres de la caste le rejetaient et en faisaient une tête de turc. Humiliation, solitude, servitude, insultes. Son traitement n'avait pas changé d'un iota jusqu'à ses 16 printemps. Jusqu'à l'accident. Un soir, ils étaient venus avec la ferme intention de lui voler des plaques de chocolat, son unique gourmandise, sa passion. Embusqués dans l'ombre, ils avaient jailli, l'avaient maintenu fermement dans son lit et bâillonné pour l'empêcher d'alerter les surveillants. Paniqué, il s'était raidi. Mais pas une simple tétanie de peur. Ses muscles avaient eu la consistance du béton, de l'acier, voire même du diamant. Ses agresseurs avaient tenté de l'assommer, en pure perte. L'un d'eux s'était brisé une demi-douzaine de phalanges en le frappant à la tête. Sébastien s'était débattu et avait envoyé ses adversaires au tapis. Ils s'étaient rebiffés comme des chiens enragés. Terrible et ultime erreur. Leur insistance les conduisit au point de non-retour. Ils s'étaient de nouveau rués sur Sébastien, seul dans ses draps désordonnés, la bouche ouverte, mais aucun son ne sortait de ses cordes vocales. Aucune importance. Les agresseurs étaient tombés à la reverse. L'adolescent s'était réfugié sous les couvertures, terrorisé. Il n'avait trouvé le sommeil qu'une heure plus tard. Le lendemain,
il découvrit 4 corps étendus sur le carrelage jaunâtre, inertes. Des filets de sang séché couraient sous leurs narines et leurs oreilles. Il se savait responsable de ce quadruple crime, sans se l'expliquer. À présent, il filait à vive allure dans une rue mal éclairée, longeant la prison de Poitiers. L'endroit lui refilait la chair de poule. Malgré son casque, il percevait le moindre frémissement de son environnement. Le flot continuel et assourdissant de véhicules du boulevard distant de 50 mètres n'y changeait rien. Il n'empêchait pas la fonction auditive de Sébastien de fonctionner à plein régime. Malgré ses efforts pour se concentrer sur les merveilleux souvenirs laissés par la séance de cinéma de la veille, rien n'y faisait. Il perçut des voix. Elles provenaient de la cité du Dolmen, à une centaine de mètres de sa position, sur la droite. Des éclats de rire, plus rassurants, s'échappaient du bas de la rue qu'il empruntait. Celles issues du Dolmen étaient accompagnées de halètements. Des promeneurs sortaient leurs chiens. Il pressa le pas, à la cadence d'un spécialiste de la marche, avec leur déhanchement si caractéristique. Il devait le faire, s'apprêtait à leur échapper. Que restait-il comme issue? Tourner au niveau de la prison et rejoindre le boulevard, bruyant mais mieux éclairé et plus sécurisant? Courir à la rencontre du groupe remontant la rue, moins hostile d'après le timbre de leur voix? Il ne savait plus. Il se colla dans l'encadrement d'une porte et pria le ciel que les autres ne le voient pas, ou disparaissent comme par enchantement. Il ne fallait pas qu'ils le voient. Surtout pas. Il avait peur d'eux. Trop tard. Les types avaient remarqué une ombre se glissant dans l'obscurité. Intrigués par la dégaine et la silhouette inhabituelle du mystérieux fantôme, ils se pointèrent à l'angle de la rue et lui tombèrent dessus à bras raccourcis. « Hé les mecs, regardez-moi ce crétin! Il se balade avec un casque! Oh bonjour l'allure! Hé du con, et c'est à toi que je parle! Tu me réponds ou je lâche mon clébard pour voir si tu cours plus vite que lui! » Les autres se gaussaient des plaisanteries douteuses du premier et excitaient leur molosse dans la perspective d'une course-poursuite savoureuse. Sébastien ne répondait pas, paralysé par la folie des chiens d'attaque. Il tremblait comme une feuille et son mutisme accentuait l'énervement des maîtres et des animaux. Au même instant, le groupe de joyeux drilles arriva à la hauteur des assaillants et de l'assailli. Gwendoline, Hubert et Hélène revenaient d'une soirée passée avec Martin et Viviane. Ils rejoignaient leurs habitations respectives sur le campus, dans des chambres universitaires pour les 2 filles et dans un studio proche de la faculté pour Hubert. Sa taille lui interdisait à jamais la résidence universitaire aux chambres de 9 mètres carrés et aux lits de 190 cm de long sur 60 de large. Le géant au grand cœur fut tenté de s'interposer entre le plus faible et les 3 loupards armés de leurs compagnons à 4 pattes. Défendre les plus faibles faisait désormais partie de son éthique, et s'officialiserait bientôt au sein d'un groupe dont il restait à définir les statuts, les armoiries et les ambitions déclarées. Il les apostropha. « Foutez-lui la paix! Qu'est-ce que t'as, toi, là? Tu veux que nos kleps te foutent les boules et saccagent tes copines après? Tu imagines que tes arroseurs d'arbres m'impressionnent? Soit vous dégagez, soit je vous offre un séjour gratuit à l'hôpital. Quant à ton chien, il finira en chair à saucisse pour nourrir ses congénères. » Gwendoline identifia l'assailli et proposa. « Laisse tomber Hubert. »« Quoi ? Il est capable de se défendre tout seul. » Sébastien, terrorisé, perdit une partie de son appréhension. Il se tourna vers l'auteur de ces paroles et reconnut la jeune femme de l'amphithéâtre estudiantin. Celle-là même qui lui avait soufflé à l'oreille avec une infinie délicatesse. « N'aie pas peur, Sébastien. Ils ne se moqueront pas de toi quand ils sauront à quel point tu es prodigieux. À quel point tu possèdes des dons les surpassant tous. Ils sont jaloux, voilà tout. Et y a de quoi. » Elle s'était installée un peu plus loin, près d'un petit bonhomme haut comme 3 pommes, au visage sympathique. Elle était passée comme un ange, laissant dans son sillage comme une pluie de poussière magique. Une sorte de fée Clochette, en plus belle et en plus magique. Ces mots avaient agi comme un puissant euphorisant dont l'action avait été, hélas, de courte durée. C'était elle. Pourquoi diable suggérait-elle qu'il se débrouille seul, alors qu'elle était accompagnée d'un malabar taillé pour écrabouiller ses agresseurs, canidés compris, d'une simple chignaude? Pourquoi? Que savait-elle? Les pitbulls écumaient de rage et de folie. Il lut la haine dans leurs yeux sombres, leur pugnacité dans leurs aboiements. Oui, ils voulaient le mordre, l'égorger jusqu'à ce que mort s'ensuive. La suite, il ne put l'expliquer. Il émit une sorte de cri mêlant le gémissement plaintif, l'aboiement net et un son inaudible pour l'oreille humaine. Les molosses cessèrent leur démonstration d'agressivité. Gwendoline s'emballa. « Regardez !» Les bêtes se retournèrent vers leur maître,
l'air interrogateur. Devaient-ils poursuivre leur grognement ou pas? Face à leur maître les exhortant à plus de hargne, les animaux réagirent de façon inattendue. Ils montrèrent les dents aux créatures au bout des laisses. Une dernière onomatopée de Sébastien, et elles se jetèrent sur leurs nouveaux objectifs, leurs précédents supérieurs. Les loupards abandonnèrent chaînes et cordages. Ils détalèrent comme des lapins en proférant des bordées de jurons. Hubert en resta les bras ballants, à la fois déçu de ne pas avoir frotté les oreilles des malandrins, et à la fois stupéfait par la scène surréaliste. Ses seules paroles, ce fut pour dire « J'en crois pas mes yeux. Il, il parle au chien. Hallucinant. Je voudrais bien qu'il nous explique comment il a réalisé un tel prodige. » Non, coupa sèchement Gwendoline. Laisse-le. Il a besoin d'être seul pour l'instant. Joignant le geste à la parole, elle lui prit le bras et l'entraîna sur le trottoir d'en face. Sébastien, toujours réfugié sur le pas de porte, les regarda s'éloigner. Il discerna un ultime signe amical de la jeune femme. Pourquoi l'avait-elle laissé tranquille, comme il l'avait espéré secrètement? Pourquoi avait-elle parlé à voix basse? Était-ce un pur hasard, ou avait-elle deviné sa sensibilité des oreilles? Pourquoi se sentit-il confiant dès qu'il entendait les mots de la jeune femme? Il ressentait un bien-être incompréhensible pour la seconde fois de la journée, et cela coïncidait à la vision et à l'audition de l'inconnu. Sa beauté. Seigneur, qu'elle était belle, comme la nature avait été généreuse avec elle. Sa beauté était animale, féline plus précisément. Les chats et autres membres de cette famille possédaient des talents innés pour hypnotiser leur proie, à l'instar des serpents. Exerçait-elle une variété d'hypnose sur lui? Sa béatitude abondait cette hypothèse. Elle était différente, comme lui. Et les autres? La femme rousse n'avait pas ouvert la bouche. Rien dans son allure n'indiquait qu'elle était différente, mis à part qu'elle marchait de travers comme si elle était ivre. Par contre, le géant prénommé Hubert sortait de l'ordinaire. Il l'avait reconnu au premier coup d'œil. Il s'agissait d'Hubert Tannenbaum, l'homme le plus fort et le plus grand du monde. Un type capable de déraciner un jeune sapin à main nue, d'après la légende, et de le tailler de la même façon. À volonté. C'était tout à son honneur d'avoir voulu lui porter secours. Un jeune homme de constitution moyenne, apeuré, face à trois loupards costauds et à leurs clébards enragés, il y avait de quoi présager une issue pessimiste. Il doutait de ses capacités à trouver une solution face à ce problème. Sébastien en doutait aussi. Il s'était souvenu qu'il avait été souvent capable de communiquer avec des animaux en reproduisant fidèlement un nombre important de leurs cris et signaux, grâce à des cordes vocales particulières. Il ignorait quelle avait été l'action des scientifiques sur sa personne, alors qu'il n'était qu'un simple fœtus de plusieurs cellules, et il en connaissait encore moins sur la motivation profonde. Il savait seulement qu'ils avaient bricolé cet tympan et ses cordes vocales au point de leur conférer une gamme d'émissions et de réception de fréquences allant des infrasons aux ultrasons. Ils pouvaient capter n'importe quelle fréquence, y compris les fréquences militaires, marines et même les stations de radio FM. Il avait aussi le don de reproduire ces sons tels qu'ils les avaient entendus. Singer ses professeurs à l'école, les imiter à la perfection, c'était le seul côté avantageux et ludique de la mutation dont il avait été l'enjeu. Sinon, pour ce qui était du reste, il le vivait comme un handicap infernal. Il reprit son chemin sans raser les murs, comme à l'accoutumée, la confiance restaurée. Parvenu en bas de la rue, il rejoignit le boulevard. Le calvaire recommença. Le bruit assourdissant, les agressions sonores des moteurs de voitures, des klaxons imprévisibles. L'enfer terrestre. La voix faible œuvrait comme une caresse. Pour la première fois de sa vie, un son normal était agréable. Cette voix provenait de sa voisine de bureau dans la bibliothèque. Sa discrétion ne venait pas du silence imposé dans les lieux, mais de son impuissance naturelle à élever le ton. Carrément génial. Tandis que la jeune beauté dont il avait brièvement fait la connaissance 3 jours auparavant se forçait à moduler les trémolos, cette jeune fille, malingre et palichonne, semblait incapable de s'égosiller. À son allure, il devina qu'elle souffrait d'une accumulation de faiblesse. Il n'eut qu'à laisser les sons l'envahir pour percevoir les pulsations de son cœur et sa respiration. Bon sang! Son cœur bat à 140. Et quand elle respire, elle siffle comme une cocotte minute. Elle est malade? La jeune femme se leva lorsqu'elle aperçut un groupe d'étudiants pénétrant dans la salle principale.
L'inévitable géant des Vosges, la rouquine et un nain remarqués à plusieurs reprises dans l'amphithéâtre encadraient l'envoûtante et merveilleuse brune. Ils se réfugièrent au sous-sol, hors de la vue des autres étudiants. Pour quelle mystérieuse raison? Pour travailler ensemble? Non, sûrement pas. Le géant et la rousse n'appartenaient pas à la promotion d'étudiants en faculté de physique. Ni la malade. Alors, poussé par la curiosité, il se leva et emboîta leurs pas à une distance respectable. Un autre type arriva en trombe et dévala les marches d'escalier 4 à 4. Au passage, il faillit bousculer Sébastien. Les personnes en travers de son chemin étaient le cadet de ses soucis. C'était le genre assez beau gosse, fier de sa personne, habillé à la mode, très branché. Le style d'étudiant à rouler en voiture sportive, le tout payé et assuré par papa et maman. Sébastien effaça ses craintes et s'approcha. Il distingua la voix nasillarde du nain. « Voilà, je me réjouis de vous voir tous présents. Comme vous le savez, nous avons des dons particuliers, si je puis dire. À ce propos, je peux faire un rapide résumé de ces caractéristiques afin que chacun d'entre nous prenne bien conscience des capacités des autres. Commençons par les demoiselles. Hélène a un besoin constant d'alcool. Sa démarche chaloupée lui permet d'éviter des obstacles et des pièges. Elle bénéficie d'une chance hors du commun et son haleine est inflammable. J'ai élaboré des plans d'un casque léger pour exploiter cette faculté. Viviane, elle, possède une réserve mirifique de virus, bactéries, microbes, venins qu'elle peut transmettre à volonté par 5 contacts, voire par la voie des airs lorsqu'ils en ont la capacité. Gwendoline prédit l'avenir. Elle peut le modifier à condition que ça soit plausible. Elle maîtrise aussi l'hypnose. Passons, messieurs. Hubert est extrêmement fort. Les projectiles, pour la plupart d'entre eux, rebondissent sur sa peau. Thierry peut connaître les peurs de chaque être et prendre l'apparence de cette phobie. Enfin, moi-même, je suis assez doué en lutte. J'invente des gadgets, mais ma différence génétique provient de ma capacité à transformer n'importe quel objet en arme et de le lancer en faisant mouche à chaque coup. Voilà pour les présentations. Vous êtes conscient de nos possibilités individuelles. Imaginez maintenant quelle serait notre force si nous constituions un groupe uni, coordonné, luttant contre le crime ou œuvrant dans des catastrophes naturelles. Nous serions une alternative aux forces de police ou aux secouristes. Nous tenterions de rallier d'autres mutants comme nous, afin d'éviter qu'ils ne basculent dans le crime du mauvais côté de la barrière. Thierry le railla. Tu comptes jouer à un remake des X-Men? Pourquoi pas? Leur but est louable et leurs intentions sont pacifiques. Mais on parle d'une bande dessinée, là, on nage en plein délire. Mais pas du tout. Les mutants sont une réalité palpable, même si nous sommes loin de réunir des pouvoirs aussi délirants que ceux de nos illustres modèles. Chacun de nous est une force au-dessus de la moyenne. Ensemble, nous serions capables de prodiges. Arrête tes sornettes, le nain, là. Je te colle la trouille du siècle quand je veux, mon pote. Quand je veux. Je fiche une peur bleue à tous les membres de ta pitoyable réunion de sorcellerie. Ah bon? Eh ben, essaye sur Gwendoline. Ok, c'est l'exception. Seulement je suis 2 ou 3 fois plus costaud qu'elle. Rien ne m'empêche de lui envoyer une tarte dans la tête et de l'assommer. D'abord, ce serait pas très galant avec une jeune femme. Ensuite, tu oublies qu'elle peut jouer de l'hypnose et qu'elle peut modifier le futur, ton environnement. En vérité, ici, chacun de nous peut être battu à plate couture par une autre personne. Quoi? Tout le monde te met une trempe à toi, l'avortant. Demande à Hubert. Ah, il m'a défait, et à la régulière. Oh, c'est insensé, j'y crois pas. Comment aurais-tu perdu? Il a des gadgets et il est terriblement rapide. C'est une véritable anguille insaisissable. Ah bah merde. Mais alors, Gwendoline est la plus puissante de nous tous. Puisqu'elle peut modifier l'avenir, elle peut battre tous les membres de cette assistance. Ce serait vrai s'il ne manquait pas une personne. Martin exprima sa surprise. Ah bon? Qui manque à l'appel? Tu connais un autre mutant? Il n'est pas loin. Il se cache par timidité. Sébastien, montre-toi. N'aie pas peur de nous rejoindre, tu n'as rien à craindre. Au contraire, tu es le bienvenu. Tu seras en sécurité auprès de nous. Le jeune homme consentit à se dévoiler en parcourant les dernières marches de l'escalier le séparant du sous-sol. Il montra le bout de son nez comme s'il était littéralement envoûté par la voix de Gwendoline. Les autres le dévisagèrent avec curiosité et intérêt. Gwendoline lui offrit un sourire radieux. Il se sentit pousser des ailes. Les ailes d'un ange descendu sur la terre. Il perçut le clapotis de la queue d'une sirène nageant dans l'océan, une sirène charmante et charmeuse. Il osa se montrer à ces 6 visages inconnus. Il subit les colibés du goujat de service, Thierry.
Ah, c'est l'autre abruti qui se balade tout le temps avec un casque d'armurier sur les oreilles. Thierry, tu gardes tes remarques désobligeantes pour toi. Si notre camarade porte un casque, c'est qu'il possède une raison valable de le faire. Exactement, Martin, ajouta Gwendoline. Je vous présente Sébastien Roger. Il est étudiant en acoustique. Il perçoit une gamme de fréquences très étendue et la reproduit. Son casque le préserve des agressions sonores. Malgré tout, je vous suggère de vous exprimer à voix basse en sa présence. Ok, c'est lui ton champion, ma belle? Je n'ai pas besoin de faire l'ENA ou Saint-Cyr pour savoir que si je le persuade que je suis un haut-parleur de taille démesurée, il va pisser dans son froc. Ton cador, c'est le plus fragile d'entre nous. À quoi servirait-il? À écouter les cliquetis d'un coffre-fort à combinaison? Ouais, pas mal. Je lui gueule dessus et il pleure aussi sec. Je te déconseille de jouer à ce jeu-là. Dans une situation de crise, Sébastien se referme sur lui-même comme une huître. Il prend peur et se tétanise. Sa seule défense, c'est d'émettre un cri mêlé d'ultrasons. Bien dosé, bien dirigé vers un adversaire qui lui gueulerait dessus, comme tu dis, il lui réduirait la cervelle en purée de neurones. Alors même si tu n'es pas un scientifique, je suis sûr que tu es conscient du danger. Vois-tu en vérité, attaquer Sébastien, c'est s'exposer à une riposte démesurée. D'accord, et par surprise, Viviane pourrait le contaminer avec un virus puissant. Tu vois, il a 100 mètres lui aussi. Cela aurait pu être le cas. Seulement Sébastien possède un autre don qu'il ignorait jusqu'à présent. Le jeune homme ouvrit ses oreilles en grand. À titre exceptionnel. Quelle révélation produirait donc la merveilleuse Gwendoline? Sa peur le tétanise au-delà de notre imaginaire. Ses muscles, ses os, ses vaisseaux sanguins et sa peau deviennent aussi durs que du diamant. La pression à l'intérieur de son corps atteint des milliers de bars. Les molécules se figent comme si elles subissaient une température de 0 Kelvin. À ce stade du zéro absolu, les atomes cessent tout mouvement. Tu connais beaucoup de virus ou de microbes qui survivraient dans des conditions comme ça? Pas moi. L'explication de Gwendoline fit taire le bavard étudiant en faculté de langue. Les autres ne pipaient pas un mot. Même Sébastien, abasourdi par les révélations sur ses possibilités. Que lui apprendrait-elle d'autre? Il entendait l'inaudible, imitait comme personne, mais était à 100 lieues d'imaginer et d'être capable de terrasser un adversaire grâce à ses cordes vocales. L'accident de ses 16 ans lui revint en mémoire. Tout à coup, la dernière pièce du puzzle prenait place dans le tableau et révélait la réalité. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Il se couvrit de honte et fit mine de quitter l'assemblée extraordinaire. Il sentit une main se poser sur son épaule, et cette voix chaude et envoûtante prononcer des mots insensés. Tu ne savais pas, Sébastien, quand c'est arrivé. Tu ignorais tes dons. À présent, il faut apprendre à les maîtriser pour ne plus en avoir peur. Plus jamais. C'était Gwendoline. Sa main était à l'image de sa voix, chaude, générant des sensations de bonheur, de douceur, presque comme celle de Viviane, au détail près que l'étudiante en biologie ne pourrait jamais s'offrir le luxe de simplement l'effleurer, sans qu'il le risque la mort, sauf si la peur le tétanisait à un point inouï, peut-être sans retour. Il accepta la main tendue par la gitane. Comment refuser cette offrande? Il désirait tellement en savoir davantage. Pourtant il se sentait si différent des autres qu'il doutait de pouvoir être accepté un jour. Solitaire il était, solitaire il resterait sans doute, solitaire comme le diamant, dont ses peurs égalaient l'étrange dureté. Thierry Misard s'était éclipsé. Le groupe avait refusé de satisfaire une condition expresse pour obtenir son adhésion, que Gwendoline passe dans son lit. Gougea jusqu'au bout des ongles. Sans l'aval des membres et après le refus net et franc de la gitane, il s'était tiré avec fracas. Il avait juré de se venger avant une quinzaine de jours en trouvant la peur de Gwendoline et en lui donnant vie avec un réalisme terrifiant. Les mutants avaient pris la menace à divers degrés de sérieux. Hubert, Viviane et Hélène avaient prétendu que cela lui passerait avant le lendemain matin, qu'il oublierait sa promesse dans les bras de quelques demoiselles. Martin n'était pas convaincu. Il prenait une relative vigilance. Gwen pensa qu'elle courait un danger. Elle en connaissait un rayon en matière de prédiction, et avait eu la vision du visage ricanant de Thierry. Sébastien s'était tu, inaugurant une longue série de silences éloquents. Sans vantardise, il se rangea du côté de Gwendoline, et se promit de veiller sur ses arrières en douce. Il n'était pas homme assez penché à confier ses secrets. Sa particularité auditive ne l'incitait pas à engager la moindre conversation.
Ce rôle d'ange gardien enterré dans l'ombre lui essayait davantage. Une fois débarrassé de l'empêcheur de tourner en rond, Thierry, les autres s'étaient interrogés sur leur devenir. Hubert lança le débat. « Qu'as-tu en tête, Martin? Tu ne comptes pas monter un groupe de mutants? » Si chacun d'entre vous souhaite en être. On serait qui? Les X-Men bis, les Vengeurs masqués, les Zorros de la rue? En quelque sorte. J'espère que nous allons trouver un sobriquet plus original. Du genre, que verrais-tu pour moi? Attention, hein, je te préviens, hein, je veux rien du genre Bibendum, Obélix ou le gros balèze. À toi de choisir. Pour ma part, puisque je suis nain, j'assume ma taille et me nommerai Minus. Ce surnom commence par la même lettre que mon prénom. Minus? Ouais, pourquoi pas. Je pourrais prendre Maximus, mais je vais tenter de respecter la règle de la lettre identique. Vu ce que tu ingurgites, suggéra Hélène, je t'appellerai bien Hamburger. Hamburger? Ah, j'achète, ça me va comme un gant. C'est un mot anglais, certes, mais ça sonne bien allemand ou alsacien aussi. Ah, Hamburger. Ah, ça me plaît. À qui le tour à présent? Hélène, puisque tu me sembles en veine, tu as d'autres suggestions? Personnellement, je vote pour Allen. Phonétiquement, ça rappelle mon prénom et cela souligne la caractéristique majeure de mes dons. Une haleine inflammable. Qu'en pensez-vous? Une série de hochements de tête parfaitement synchronisés lui valut l'approbation de tous les participants. Son haleine alcoolisée, si détestable en temps ordinaire, justifiait à présent la naissance d'une super-héroïne. Elle poursuivit ainsi. Pour Gwendoline, ma foi, je crois qu'elle possède déjà un surnom. La gitane. Gitane. Ce sobriquet date de ma naissance, il s'impose. Viviane s'accorde avec Virus, et force est de constater, ma chère, que tu apprivoises nos microscopiques ennemis à nous, bien portants. Je crois que je ne pouvais rêver de noms de baptême plus proches de ma réalité et affaiblissante. Ils se félicitèrent de leur trouvaille et congratulèrent surtout Hélène. Seule Viviane fut interdite de franches poignées de main puisque la recherche de son contact s'apparentait davantage à une tentative de suicide qu'à une marque de sympathie. Cette dernière éleva la voix avec 1000 peines afin de faire remarquer que Sébastien avait été laissé à l'écart lors des nominations aux Oscars. Les autres se confondirent en plates excuses. Le bon géant des Vosges le plaignit. Pauvre Sébastien, c'est pas simple pour toi de te balader, c'est ta tiraille pour te protéger des agressions sonores. Du coup, tu cherches à passer inaperçu et nous en arrivons à t'oublier. Je tâcherai d'arranger ce détail. La proposition de Martin attira l'attention du jeune homme timide et sur le qui-vive. Quel miracle technique pourrait lui éviter un perpétuel ridicule? Une voix faible parvint jusqu'à ses tympans. Sébastien, j'aimerais bien te donner un nom de ma composition. Tu veux bien? Il acquiesça doucement, que la voix de Viviane était agréable. C'était la première fois de sa vie qu'une source de décibels le ravissait au lieu de l'agresser. Elle lui donnait presque envie de parler. Bien entendu, cela ne se ferait pas du jour au lendemain, mais Viviane vivait une solitude au moins aussi cruelle que la sienne. Martin peut-être. Tous, à des degrés divers. La solitude était leur lot quotidien. Sauf Hubert, star nationale, mais cas à part dans le monde. Gitane était si belle et si sympathique qu'elle attirait les gens. Mais ces dons surprenants ne la coupaient-ils pas du reste du monde? Ressentait-elle une dissemblance par rapport au commun des mortels? Probablement. Le plus à plaindre finalement, c'était Thierry. Sa vie, il l'a forgée à coups de terreur infligée sans discernement, en réaction au regard des autres. Il l'attaquait pour ériger une barrière infranchissable, au point d'avoir été banni du groupe. Il se demandait quel surnom Viviane allait lui attribuer. Sébastien, tu es seul dans ton coin, tu ne dis rien. Tu es capable d'être dur comme le diamant, alors tu dirais-tu de solitaire? Oui. Ils entendirent ses premières paroles. Gwendoline sourit. Cette approbation était une grande victoire. La première d'une longue série de batailles à remporter. Ce silence enfin brisé, c'était le pas tant attendu vers son intégration dans l'équipe. Sans le jeune homme solitaire, il n'avait aucune chance de survie contre des mutants néfastes animés des pires intentions. Dommage que Thierry ne soit pas resté. Il rate un instant historique, la naissance du premier groupe de mutants issus des manipulations génétiques frénétiques des savants. Nous aurions pu le surnommer Terreur, puisqu'il aime foutre la trouille à ses adversaires. Le hic, un mot courant dans la bouche abîmée d'Hélène, c'est qu'il terrorise aussi ses amis. C'est navrant.
Intérieurement, Gwendoline opta pour un adjectif afin de qualifier ce goujat ambulant. Traître. Ça rimait avec Thierry. Son don pour les visions exactes du futur augurait un basculement de l'étudiant en langue étrangère vers le côté obscur des mutants. À moins que le futur, en perpétuel mouvement, ne change d'idée et d'orientation. Elle avait d'ailleurs sa petite idée sur la manière d'obtenir un heureux virage serré, voire un revirement de Thierry. Tout reposait sur un fragile jeu d'influence, en équilibre précaire. Martin entérina la naissance. Solitaire, virus, hamburger, haleine, gitane, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous reste à mettre la main sur un dernier nom, celui de notre confrérie. Un nom court et simple à mémoriser. Je ne sais pas, les supermutants? Hubert grimaça. C'est assez banal, mon pote, hein. Désolé, je te suis pas sur ce coup. Je verrais un truc plus sonore. Les broyeurs, hein. Non, je me vois mal annoncer que je suis virus des broyeurs, dit Viviane. Mon état de santé et mon apparence physique ne se conjuguent pas vraiment avec cette dénomination. D'ailleurs, Sébastien ou Martin, ou même mes consoeurs, ne colleraient pas avec ce nom. Il faut un terme plus généraliste, sachant que nos noms respectifs seront là pour rappeler au grand public nos spécialités. On serait les... Ils serinèrent la phrase une bonne vingtaine de fois, jusqu'à trouver la suite logique et originale. Sébastien, en retrait, ne participait pas au débat, en apparence seulement. Dans son esprit silencieux, les neurones bouillonnaient avec fébrilité. Il tenait une idée, mais n'osait pas l'avancer, par peur du ridicule, d'oser, par peur tout simplement. Terrifié, il sentait la rigidité cadavérique envahir chaque muscle, chaque tendon, chaque parcelle de son corps. C'était irrépressible, et plus il y pensait, plus il croyait que c'était irréversible. Il allait rester éternellement tétanisé parce que des mots demeuraient bloqués dans sa gorge. Ses yeux se révulsèrent peu à peu et naviguèrent de gauche à droite, de haut en bas des orbites. Il suppliait intérieurement qu'un des membres de l'assistance vienne à son secours. « Sébastien, tu as une idée ?» La voix de Viviane opéra comme un détonateur. Instantanément, les molécules de son corps reprirent un rythme d'agitation normal. Il se détendit, déglutit et murmura. Les cas, enfin je veux dire, les cas, avec la lettre K. Nous sommes tous des cas particuliers, non? Enfin, je veux dire que... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est pas terrible comme proposition. Ouah, au contraire! Ta bougre a raison, mon ami. Nous sommes tous des cas. L'idée de l'écrire juste avec une lettre est une sacrée bonne idée. Ainsi on peut se fabriquer des costumes avec une seule lettre. Comme le Z de Zorro. Ce sera notre marque. Quand t'as des idées en tête, n'hésite pas à les cracher. On fera le tri, mais à mon avis, tu es du style à sous-estimer tes talents. Il faut surtout pas croire que tu vas dire des âneries. Tu sais pourquoi? L'intéressé fit humblement signe que non. Hubert s'esclaffa. Mais parce que c'est moi le spécialiste des âneries et des gaffes en tout genre. Je suis le roi du mauvais calembour et des propositions qui mènent à la catastrophe. Ne prends jamais mon avis, il sera pire que le tien. Tu vois, tout peut être dit. Solitaire chercha des regards approbateurs chez ses camarades. À chaque interrogation des yeux, il reçut des réponses positives, particulièrement de Gwendoline, qui lui souffla au creux de l'oreille. Ne te mets plus dans un tel état. Garde tes forces pour la bataille. Comment savait-elle qu'il venait de vivre un enfer corporel intérieur? Ah, ses dons. Elle était si surprenante. Il aimerait assister à une démonstration de la jeune femme, surtout de la modification de l'avenir en fonction des possibilités de l'environnement. En raisonnant logiquement, toute construction, aussi sérieuse que furent ses bâtisseurs, était susceptible de receler un défaut de structure. Donc par conséquent, elle était capable de déclencher un cataclysme digne de l'Apocalypse selon Paco Rabanne. Ou alors fallait-il qu'elle ait connaissance d'une véritable faiblesse pour l'exploiter? La différence était subtile, mais modifiait radicalement l'étendue de ses dons. Il se rapprocha pour écouter Martin jeter les bases de leur confrérie. Il tenait à assister à la naissance des cas. Hubert, avec son presque triple maître, Martin, avec son simple, n'importe quel imbécile n'aurait eu aucun mal à les démasquer et à révéler leur identité. La cause était entendue. Ils agiraient à visage découvert. Cependant, il était exclu de jouer les super-hommes dans n'importe quelle condition. Le danger couru servirait à sauver des vies humaines, voire animales. Ils ne joueraient pas les redresseurs de tort, sauf si leur vie était menacée.
Malgré leurs bonnes résolutions, leur fort intérieur, ils demeuraient convaincus qu'ils s'engageaient tous sur un chemin inconnu, où ils se feraient un nombre copieux d'ennemis. La séance s'était achevée sur des notes très gaies. Quelques heures plus tard, elle avait repris par une soirée spaghetti improvisée chez Martin. Le chef spirituel, génie de l'équipe, avait esquissé des tenues pour l'équipe. Le débat de la soirée avait porté sur le thème suivant. Devrait-il adopter des tenues individuelles, comme aux anciens temps des tout premiers X-Men, ou un costume unique, une couleur identique, un logo commun, comme au temps présent de leur héros favori? Au cours de ce débat, Hélène s'illustra par une foule de questions bêtement pratiques. Y aurait-il des tenues de rechange? Porteraient-ils les tenues en permanence? Sur leurs vêtements de ville, ou les conserveraient-ils à portée de main? Dans ce dernier cas, où se changeraient-ils? Cela impliquait-il qu'ils exercent leur talent uniquement le soir, en patrouillant dans les rues de Poitiers? Qui entretiendrait les tenues? D'où proviendraient les fonds de gestion du groupe, sachant qu'une partie d'entre eux ne roulait pas vraiment sur l'or? Leur terrain d'action se limiterait-il à la préfecture de la Vienne, le transport ultra rapide ou la téléportation appartenant au futur et la science-fiction? Des questions bassement pratiques mais terriblement proches de la triste réalité. Le monde d'aujourd'hui n'était pas celui idyllique de la bande dessinée. Martin Lemur promit, croix de bois, croix de fer, s'il mentait il irait en enfer, qu'il déploierait des trésors d'inventivité pour confectionner les costumes les plus résistants, imperméables, inifugés et protecteurs possibles. Et oui, il se débrouillerait pour engranger les fonds destinés à soutenir leur action, en brevetant et en commercialisant quelques-unes de ses trouvailles. Gwendoline resta étrangement silencieuse durant la soirée. Elle n'était ni désintéressée ni préoccupée, mais observatrice. De ses instincts exceptionnels, elle prenait appui pour se projeter dans le futur et tenter d'y voir leur utilité. Elle cherchait la longueur d'avance, le petit plus permettant de la garder en vie, de les garder en vie, tous. Enfin, presque tous, car il en manquait un, Thierry. Et ça, elle ne l'avait pas prévu. La silhouette harmonieusement rebondie, la démarche féline, la jeune femme déambulait de la cuisine spacieuse et fonctionnelle au salon largement ensoleillé, grâce à la présence d'une large baie vitrée. On apercevait la cathédrale de Poitiers et un peu plus loin Notre-Dame de Poitiers sur la plage du marché. Le soleil rasait l'horizon et dardait ses rayons d'or sur la statue dominant la vieille ville, sur les hauteurs, non loin de la caserne des militaires. Nul ne se doutait qu'au dernier étage de ce bâtiment, les 4 portes d'entrée débouchaient en fait sur un même et unique logis d'environ 300 mètres carrés. Et encore, il s'agissait là de la résidence principale de la propriétaire des lieux. Le reste de l'immeuble entrait également dans ses possessions, et était truffé d'escaliers dérobés, de passages dissimulés, de sorties discrètes. Une star en vue, une personne sous le coup de la justice ou une paranoïaque détraquée aurait eu recours à ce genre de nid d'aigle. Saphira Malice était un peu des trois à la fois. À chaque halte dans la cuisine, au crépi bleu pâle, elle s'emparait de la bouteille d'eau minérale et avalait une gorgée. Elle tenait à s'hydrater convenablement. C'était l'effort à accomplir pour disposer en tout temps d'une peau douce et exempte de rides disgracieuses. Son physique n'était pas son seul atout dans la vie. Ses parents, prématurément décédés dans des conditions dramatiques, ils avaient péri carbonisés pendant leur sommeil, victimes d'une chaudière à mazout défectueuse, lui avaient laissé une fortune en actions, obligations, bijoux, placements immobiliers et dividendes d'une société de haute technologie dans laquelle M. Malice exerçait les plus hautes fonctions. L'argent, elle n'en manquait pas, et le dépensait sans vraiment compter, du moment que cela servait ses projets personnels, son ambition. De l'ambition, la sirène à la chevelure rousse flamboyante en avait à revendre. Elle tenait plus que tout à conquérir toutes les parts de la société de feu son père. La mort du cinquantenaire, en pleine force de l'âge, avait dispersé une partie du patrimoine familial entre des associés avides d'engranger les dividendes d'une affaire juteuse. Les 10 cadres supérieurs les plus en vue s'étaient partagés 90% du gâteau, et se coiffraient régulièrement, jouant les pattes à qui mieux mieux, à coups de Porsche, de Ferrari et de villas. Saphira, quant à elle, devrait se contenter de 10% et n'avait pas voix au chapitre conseil d'administration. La portion congrue l'ulcérait au plus haut point. Le vrombissement grave de l'interphone retentit jusque dans la cuisine. Elle se réjouit à l'idée qu'il allait la rejoindre. Il, c'était ce charmant étudiant en langue étrangère qu'elle avait rencontré quelques semaines auparavant, au mois d'octobre. Plus âgé que lui, elle l'avait attiré par son côté expérimenté,
son charme vénéneux et incendiaire, sa position sociale avantageuse. De son côté, la jeunesse de Thierry avait opéré, sa roublardise n'était pas demeurée inaperçue, et son attitude de tête brûlée, risque tout et sans gêne, avait fonctionné à plein régime. Ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Elle déverrouilla la porte blindée et se pendit à son cou avec une profusion de caresses, de baisers et d'effusions propres à faire fondre le Groenland et Miko réunis. « Mon chéri, tu m'as manqué. T'as passé une bonne journée ?»« Très longue et harassante, hein. Je me demande pourquoi je me suis inscrit en faculté de langue étrangère. Et toi ?»« Une fois de plus, j'ai pas été écouté. Le conseil d'administration m'a évincé. La société court à sa perte s'il continue comme ça. » L'inquiétude de Thierry se manifesta. « Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Ben, c'est pas si je dois t'ennuyer avec mes problèmes, tu dois être fatigué. »« Non, explique-moi. Je peux peut-être faire quelque chose pour toi. »« Oh, comme c'est gentil, tu es adorable, fit-elle en accentuant l'intensité du corps à corps. Mais tu sais, j'en doute vraiment. Ils engagent peu à peu la société sur une pente savonneuse et je n'ai pas le moindre pouvoir pour les en empêcher. » « Comment pourrais-tu le faire ? » ?»« Il faudrait que j'aie au moins 33% du capital afin d'exercer un droit de veto. L'idéal étant la majorité. »« Tu manques de capitaux ? » ?»« Ah, l'argent, c'est pas le problème. Je pourrais me payer la société entière. »« Non, l'ennui, c'est que aucun ne veut vendre ses parts. Ils s'entendent comme larrons au foire sur mon dos. Je suis sûr que je pourrais en convaincre un ou deux au moins. Ça suffirait, non ? Oh, t'es si gentil. Mais ce sont des redoutables hommes d'affaires, hein, des professionnels de la négociation, des requins. Ils t'accorderont même pas une minute d'attention. Dis-moi lequel est à convaincre en priorité. J'en fais un point d'honneur. Tu es adorable. Bon, allez, après tout, on ne sait jamais. Le plus important, c'est Hugo. Il possède 30% lui seul. C'est le plus attentif d'entre eux. Dis-moi son adresse, j'y vais de ce pas. Quoi, ce soir? Sans rendez-vous, tu vas te faire jeter. Mais non, fais-moi confiance. Il se gargarisa. C'est bien que je ferai n'importe quoi pour toi. Elle consentit à lui livrer l'adresse, sur un pense-bête autocollant. Il se hâta de prendre congé afin d'accomplir sa mission, tel un preux chevalier. Il ferait n'importe quoi pour elle. Elle sourit jusqu'aux oreilles. Elle n'en attendait pas moins. La discussion avait tourné court. Hugo, la quarantaine bien tassée, n'avait que faire de ce jeune freluquet importun, sans gêne et teigneux venu le haranguer au pied de la grille en fer forgé, passage obligé pour accéder à une demeure de ville au luxe ostentatoire. D'ailleurs, il ignorait ce qui avait pu le pousser à écouter ce godeluro malotru. Il ne présentait pas le moindre intérêt professionnel puisqu'il était simple étudiant de première année de faculté, il n'avait pas un traître sou à investir dans ses affaires, il était encore moins le petit ami de sa propre fille. Alors, plus le temps passait, plus Hugo s'interrogeait sur les motivations profondes de son geste d'ouverture envers cet étranger. En réalité, le jeune homme l'irritait au plus haut point. Il troqua le ton chargé de compassion pour une tonalité plus ferme et agressive. « Écoutez, vous me cassez les pieds, hein. Mes parts sont pas à vendre. Ni celle-ci, ni aucune autre. Et surtout pas à cette grue de Saphira Malice. Cette petite dévergondée n'a rien à faire dans le monde des affaires. C'est une vulgaire fille à papa, juste bonne à porter le journal et le café. » Le sang de Thierry Misard n'avait fait qu'un tour. Jusqu'à présent, il s'était contenu, avait adopté un ton poli et exposé les arguments issus de la bouche même de sa dulcinée. Mais qu'un type sans éducation se permette d'insulter Saphira, sans aucune justification, c'en était trop. Cet imbécile venait lui fournir la preuve incontestable que la société était en danger avec un ramassis de crétins pareil à sa tête. L'injure était intolérable. Sa colère gronda. Il ferma les yeux et sut ce que le sieur Hugo, cet imprudent, craignait par-dessus tout. Les yeux de l'actionnaire s'arrondirent. L'étudiant s'était volatilisé, tel un farfadet en provenance directe du royaume des ombres, gouverné par le maître rôtisseur en personne. À la place, une masse sombre et bourdonnante avançait rapidement. « Oh nom de Dieu! Un essaim de frelons !» Une nuée d'insectes longs et striés se rua sur le cadre supérieur. Il tenta une fuite en arrière, direction les vitres de la véranda. Il trébucha et s'étala tout son long sur la pelouse, au beau milieu des nains de jardin. La terre gorgée d'eau macula le dernier né de la gamme de jogging d'une marque au coq très portée sur le sport. Il se retourna. Une myriade de dards empoisonnés empala sa poitrine, ses membres, sa gorge, son visage. Thierry, satisfait de l'avoir terrorisé, s'avança pour porter le coup de grâce. À présent, il lui suffisait d'assurer le client de revoir les charmantes bestioles s'il ne présentait pas des excuses à Lady Malice
et s'il ne vendait pas l'intégralité de ses parts, qui plus est à un prix au ras du plancher. Mais son sourire carnassier se figea. L'emprise avait cessé et le cadre supérieur ne bougeait plus. Oh merde, c'est pas possible. Il prit le pouls de l'homme. Absence de pulsation. Monsieur Hugo était on ne peut plus mort. Il gisait sur le gazon, terrassé par sa propre terreur. Pris de panique, Thierry déguerpit en 4e vitesse. Il venait de tuer un homme en le terrorisant. Il venait de tuer. Thierry s'était consolé dans les bras de sa compagne. Pour plusieurs raisons. D'abord, elle avait aimé qu'il fasse ravaler les paroles désobligeantes d'Hugo à son propos. Ensuite, elle lui avait avoué que ce type-là souffrait de troubles cardiaques sévères, qu'il avait été opéré d'un triple pontage coronarien, et que cela ne l'empêchait pas de fumer comme un pompier, méprisant les règles les plus élémentaires de la prévention médicale et méprisant aussi, par voie de conséquence, le travail et le dévouement du corps médical dans son ensemble. Il se moquait aussi de la sécurité sociale, trop bonne et trop charitable, lorsqu'elle remboursait ce richissime crétin s'intoxiquant volontairement au lieu d'aider un chômeur en fin de droit. Tu ne pouvais pas savoir en le bousculant qu'il te claquerait dans les doigts au premier coup. Même si on trouve tes empreintes, on ne pourra pas t'accuser de meurtre. Tu défendais l'odeur d'une femme. Je ne l'ai pas bousculé. Non? Non. Bah pourquoi est-il mort alors? Je lui ai fait peur. Peur? Je doute qu'une simple menace, même proférée avec le plus grand sérieux, ait pu entraîner sa mort. Il y a des limites. C'est pourtant la réalité. J'ai une particularité, Saphira. La jeune femme s'approcha d'un peu plus près de lui sur le canapé. Une confidence. La confidence. Elle attendait cet instant depuis très longtemps. La suite, longuement réfléchie, étudiée, aurait enfin l'occasion de se mettre en place. Quel genre de particularité? C'est difficile à expliquer, Saphira. Essaye tout de même, je suis prête à tout entendre, ajouta-t-elle en se faisant plus douce, plus câline, plus chatte que jamais, si féline qu'il aurait presque pu l'entendre ronronner et se lever contre lui. C'est la peur. J'ai le don de discerner ce dont les personnes ont le plus peur. Tu lis dans les pensées? Non, pas vraiment, non. Ça se manifeste pas systématiquement pour tout et n'importe quoi. C'est exclusivement lié à la peur. Je perçois les frayeurs des humains et je ne sais pas par quel processus je parviens à ce résultat. Toujours est-il qu'ils me perçoivent, qu'ils me voient comme la source de leur soudaine terreur. C'est ce qui a tué Hugo. Laisse-moi deviner, il t'a perçu comme un insecte? Il m'a perçu comme un essaim de frelons. Comment sais-tu? Je l'ai vu paniquer au bureau pour une malheureuse et innocente abeille entrée par malchance dans les locaux de la société. Tu n'as pas l'air surprise par mon don si particulier, je me trompe? Non, non, qui se ressemble, ça semble. Que veux-tu dire? Je suis une mutante. Elle lui révéla alors une histoire incroyable, la sienne. Elle possédait un talent inestimable, une caractéristique incroyable, qui aurait fait hurler José Bové, l'égérie des mouvements agricoles contre la mondialisation, l'éternel opposant à la malbouffe. Elle avait reçu des gènes de maïs transgéniques. Ils lui permettaient de résister à d'innombrables maladies, de repousser les bestioles de tout poil, et de se transformer en une multitude de pop-corn lorsqu'elle se sentait agressée. En explosant et en se répartissant aux quatre coins d'une pièce, elle évitait les attaques directes. Bien entendu, elle disposait de la force mentale nécessaire pour rassembler les minuscules particules blanches éclatées afin de reprendre forme humaine. Tel l'épi de maïs au grain extrêmement serré et compact, son corps affichait une densité remarquable face aux agressions. La voir devenir jaune-orangé, se fâcher tout rouge et péter sous l'action de la chaleur, en grains blancs et sauteurs relevait du burlesque, mais était terriblement efficace. Le rire de Thierry la rassura d'ailleurs, lorsqu'il la vit pétarader tous azimuts. Elle ne lui servit qu'un simple échantillon de son pouvoir. Le maïs possédait d'autres propriétés, tout à fait passionnantes et prometteuses. Le jeune homme se sentait totalement en confiance avec Saphira. Elle lui parla alors de ses rêves, ses projets les plus fous. Un monde où la justice ne s'embarrasserait pas des procédures longues et inutiles. Un monde où les forts châtieraient les corrompus, les mafieux, les escrocs, les voleurs. Un monde où ils élèveraient une génération éprise d'ordre, de discipline, où ils balayeraient les vieilles institutions poussiéreuses, et où ceux qui se mettraient en travers de leur route deviendraient de fait leurs ennemis. Un monde parfait où ils incarneraient des êtres supérieurs.
Si Martin Lemur et ses compagnons avaient entendu ce discours, ils auraient convenu qu'il avait déjà un petit air de déjà entendu, dans les années 30-40, dans la bouche d'un caporal aux idées meurtrières. Assis à une table ronde de la bibliothèque, un lieu de rendez-vous 1000 fois moins enfumé que les troquets Poitevin, Martin achevait la lecture de son quotidien de la presse avant de le glisser jusqu'aux yeux de Gwendoline comme à son habitude. Viviane, penchée sur un devoir particulièrement ardu, le lirait en dernier. Elle le lisait toujours en dernier, dehors à l'air libre, suivie comme son ombre par Hélène. Lorsqu'elle avait pris connaissance des titres et des articles l'intéressant, elle écrasait le canard et le mettait en boule. Ensuite, elle en faisait un projectile à destination d'Hélène, qui, d'un geste rapide de la tête, se métamorphosait en haleine, l'héroïne au souffle alcoolisé et brûlant, cramant le tas de papier en un clin d'œil. Cela constitue un exercice surprise pour Hélène et une précaution d'usage pour Viviane destinée à éviter que le papier ne transmette un virus à un quelconque promeneur ramassant les feuilles de chou dans une poubelle. Martin s'abreuvait tant et tant d'une rare page scientifique consacrée aux progrès significatifs du dernier moteur à action d'Airbus Industries qu'il ne fit pas attention au mouvement de Gwendoline. La jeune femme se sentait attirée, irrésistiblement attirée par une information imprimée dans le journal. Elle chercha des yeux les mots, le titre capable de déclencher un phénomène d'attirance aussi surprenant. Martin, le leader et génial inventeur d'éclat, remarqua enfin le déhanchement accentué de sa posture. « Tu veux voir une page? L'horoscope, peut-être » ? « Non, répondit Gitane avec une douceur, un trouble, presque une apathie totalement inhabituelle. « Je sens quelque chose m'attire. » « Tiens, ajouta Minus, désormais connu dans Poitiers et ses environs pour son esprit de coopération avec la police. À peine eut-elle effleuré l'encre noire, que de noires visions l'assaillirent brutalement. Des vagues de terreur déferlaient en elle. Il n'était pas question de sa propre terreur, mais de celle éprouvée par une autre personne. Elle dut se contraindre à éloigner ses mains quelques instants, le temps de digérer le choc initial. « Hé, Gwendoline !» Elle s'était cassée en deux, comme si ses forces vives l'avaient abandonnée. Le visage plaqué contre la surface froide de la table, pas l'imitation du bois, des spasmes agitaient sa peau et déformaient son visage. Ses traits parfaits, son bronzage impeccable, tout ce qui en faisait d'ordinaire une créature de rêve, venait subitement de s'envoler. Martin ne put ajouter un mot lorsqu'il perçut des taches rouges et des boursouflures parsemant de ci de là le corps de Gitane. Il eut beau tourner la tête dans tous les sens, il ne vit nul insecte à proximité des lieux qui eût pu causer un pareil désastre. Quant à Viviane, le plus formidable vecteur de maladies honteuses, loin derrière l'extrême droite il est vrai, elle se tenait à distance et portait gants et masque de rigueur. Martin paniqua. « Gwendoline !» Elle n'était pas morte, mais choquée, mal en point. Elle remua à peine, preuve qu'elle n'avait pas passé l'arme à gauche. Le chef légitime des cas la secouait comme un prunier sans obtenir le moindre résultat. Viviane rappliqua en toute urgence. « Que se passe-t-il » La suite de la phrase ne vint pas tout de suite. Elle fronça les sourcils en découvrant leur amie commune. Elle se pencha vers la victime pour observer les pustules. Elle s'y connaissait suffisamment en maladie pour déterminer l'origine du mal. Depuis quand a-t-elle ces rougeurs monstrueuses ? À l'instant, là, il n'y a pas une minute. Il faut évacuer les lieux. Il y a un essaim de frelons, c'est extrêmement dangereux. 3 piqûres et adieu. Des frelons ? Mais j'ai vu aucun frelon. Je n'ai pas bougé de là. Elle a voulu lire le journal, elle l'a eu en main. Elle a été agitée de spasmes violents. Le journal ? Tu le touchais aussi ? Oui. Je comprends pas. Gwendoline n'est pas allergique à l'encre, puisqu'elle a maintes fois lu ce genre de quotidien. Même une allergie ne donnerait pas ça. Des pustules dues à des piqûres de très gros insectes. Ou alors... Donne-moi ce journal. Que cherches-tu ? Si du venin de frelon a été extrait et répandu sur cette feuille, je vais pas tarder à le savoir. Tu ne risques pas de... Non, aucun risque, ne t'en fais pas. Oh, c'est curieux, rien ne se passe. Bah, c'est normal, intervint une personne qu'on n'attendait plus. C'était Gwendoline. Même si les marques rouges purulentes avaient mystérieusement disparu, le voile d'épuisement et de destruction des forces vives demeurait ancré sur son beau visage. C'est une histoire de dingue, explique-nous. Il y a 2 minutes t'étais en pleine forme, 1 minute plus tard t'étais à l'article de la mort, défiguré par des boutons auprès desquels une varicelle aurait passé pour un banal érythème fessier. Et à présent, tu nous joues le retour des morts vivants. J'ai ressenti au plus profond de mon être la douleur d'une personne décédée. Elle est quelque part dans le journal. Ah bon ?
Moi, j'ai jamais vu quelqu'un somatisé à ce point, nota Viviane. Tu étais couverte de piqûres. C'est exactement ce que j'ai vu lorsque je suis entré en contact avec le papier. Un homme était assailli par un essaim de bestioles longues de plusieurs centimètres. C'était monstrueux. Je ressentais à la fois les dards s'enfonçant dans sa chair et la terreur qui en résultait, sa conscience de perdre la vie inexorablement. Et pourtant, c'est bizarre. Quoi donc? Cette impression de mensonge. Du mensonge? Mais quel mensonge? Je ne sais pas, je n'ose plus entrer en contact avec le journal. J'ai trop peur d'éprouver ces attaques brutales et soudaines. C'est trop déstabilisant. Attends, si je te lis la rubrique nécrologique, l'un des noms te parlera peut-être, non? Essayons. Il ouvrit la chronique en question et nomma les abonnés du jour. Paiement pour un seul passage, cela va de soi. Lorsqu'il prononça le nom de Hugo, Gwendoline leva la main en signe de suspension de séance. Ce nom agitait un orchestre de grelots dans sa cervelle, et la sensation de douleur accompagnatrice ne laissait aucun doute subsister sur la réponse. C'est lui. De quoi est-il mort? C'est pas précisé. Il n'était pas très âgé, je le vois quarantenaire. Exact, il avait 40 ans. Oh, c'est plutôt jeune, hein. Il indiquait que sa mort était prématurée. La belle affaire. Pour les proches en vie, le décès d'un parent arrive toujours trop tôt. Il est mort de piqûres d'insectes, des centaines de dards. Viviane nota. Une attaque de frelons ne passe jamais sous silence dans un journal de proximité. Faut bien remplir les pages avec un peu d'inhabituel survenant dans une petite région. Nous autres les cas, on ne tient pas la une chaque jour, et c'est tant mieux d'ailleurs. C'est signe que notre action empêche les criminels d'agir. C'est aussi rassurant dans la mesure où la Vienne n'est pas Paris. La criminalité y est moindre en quantité. Non, non. Pourquoi ne parle-t-on pas de cette attaque virulente? Quand a lieu la cérémonie d'enterrement? Cet après-midi. À quoi penses-tu, Gwen? À toucher le cercueil et confirmer qu'il est mort empoisonné? Prouver qu'on nous a caché la vérité sur la présence de ces dangereux insectes? Allons, Gwendoline. Non, 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 non. La vérité est ailleurs, je le sens et je sais que c'est important. Il faut que nous y allions. Nous? Pourquoi? Viviane sera utile. En s'approchant au plus près du défunt, elle pourra affirmer si oui ou non du poison traîne dans les effluves mortuaires de feu monsieur Hugo. Elle a l'odorat sensible à ce genre d'essence. Rare. C'est vrai, Martin. Faisons un tour là-bas, histoire de prouver les dires de Gwendoline. Ils convoquèrent Hélène pour s'assurer une équipe à la sécurité minimale. Martin s'abstiendrait de participer à la procession en retrait. Sa petite taille ne passait pas inaperçue, et il ne tenait pas à éveiller la curiosité dans la famille du défunt. Hubert, inversement proportionné, ne suivrait pas non plus le cortège. Sébastien se posterait aux abords du cimetière, à bonne distance, et grâce à son ouïe inouïe, il recueillerait les conversations, les ragots, les commentaires, d'où une parcelle de vérité émerge bien souvent. Quant aux femmes de la bande, elles joueraient les ex-collègues ou ex-amis vaguement éplorés, tenues voiles et noires de rigueur, tant pour dissimuler visage et masque de Viviane que pour cacher les larmes lâchées avec sincérité. Tout fut organisé à merveille pour que le plan se déroule sans accroc. Une route pavée de bonnes intentions. L'opération visite au cimetière passait d'abord par l'étape église. Gwendoline avait franchi le seuil de la maison de Dieu comme le seuil de sa propre demeure. Elle percevait la présence de sa grand-mère en ce lieu saint, flottant non loin d'elle, la protégeant de ses pensées positives et bénéfiques. Elle lui parlait comme au temps lointain où elle vivait parmi les autres caravanes, dans un camp sauvage, en bordure d'une forêt, près d'une minuscule vicinale. Sa grand-mère qui lui avait appris à lire les tarots avant même de lire les lettres de l'alphabet. Véritable éponge à douleur, Gwendoline avait dû se faire violence et se fermer aux personnes de l'assistance. Elle avait patienté jusqu'à l'instant où les participants avaient été invités à rendre un dernier hommage aux morts. Lassée d'être rongée par l'incertitude, elle s'était avancée avec la ferme intention de tirer ce mystère au clair. Le cercueil n'était pas scellé. Le visage de la victime, livide, de couleur mi-grise mi-verdâtre, affichait une drôle d'expression. Les traits tendus ne présentaient ni aspérité, ni traces récentes de piqûres. Pourtant, si près du mort, elle se laissa aller à l'envahissement progressif des souvenirs résiduels de ce corps à la limite de la putréfaction. Le résultat fut une sensation douloureuse d'attaque d'insectes,
La sauvagerie du premier épisode à la bibliothèque en moins. L'empreinte émotive du mort s'effaçait peu à peu, et bientôt il ne resterait plus rien de ce futur squelette, émotionnellement parlant. Cette nouvelle révélation laissa Gwendoline perplexe. Pas de piqûre, et cependant une douleur analogue. Lorsque Viviane vint accomplir son compte-rendu, le trouble s'intensifia. Et pas de trace de poison. Rien. Là, je suis catégorique. Je ne comprends pas. Moi, si, j'ai entendu parler d'une crise cardiaque. À supposer qu'il ait vu un essaim foncer sur lui, qu'il ait paniqué au point de claquer son palpitant d'un coup sec, sans recevoir le moindre dard. Tu deviendrais l'explication de tes visions? Gwendoline fut séduite par l'hypothèse d'Hélène. Mais l'illusion ne survécut pas plus de quelques secondes. Ma vision était très précise. Il a été piqué un nombre incalculable de fois. Il ne peut pas avoir rêvé un truc pareil. Il ne peut pas avoir rêvé. Ces mots restèrent bloqués dans sa gorge lorsqu'elle comprit le sens caché de ses propres paroles. Du regard, elle balaya l'assistance. Elle ne mit qu'une malheureuse dizaine de secondes à trouver ce qu'elle cherchait, et elle aurait aimé avoir eu tort en ces instants. Thierry Misard. Quoi firent les deux autres en chœur? Là. Gwendoline le désignait du doigt. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il était de la famille? Soupçonna Hélène. Oh Seigneur, lâcha Viviane. Ne me dis pas ce à quoi tu penses. Éclairez-moi les filles, j'ai pris le train en marche ou la locomotive m'a décroché du convoi. Gwendoline, tu imagines Thierry créant une illusion si parfaite et effroyable que ce pauvre monsieur Hugo craque sous le coup d'une crise cardiaque? Tu n'es pas sérieuse? Vous ne pouvez pas savoir à quel point il accomplirait n'importe quoi pour atteindre ses buts. Pas le meurtre, Gwendoline, pas le meurtre. Je sais, admit Gitane. Au fond d'elle-même, même si elle détestait le personnage de Thierry Misard, le goujat traitant les femmes comme une source de chair fraîche, de plaisir potentiel, le suffisant et narcissique étudiant dragueur, elle était convaincue qu'il n'était pas meurtrier, irrécupérable. Elle avait négligé son refus d'intégrer les cas, et c'était une erreur qu'il faudrait réparer au plus tôt. Dès l'achèvement de l'enterrement au cimetière, elle irait innocemment prendre de ses nouvelles. Sa réaction serait déterminante. La rencontre avait été marquée par la brièveté et la froideur. Thierry s'était fort peu réjoui de la vision des étudiantes et avait par-dessus tout évité d'entrer en contact avec Gwendoline. Il redoutait son pouvoir de clairvoyance, capable de dévoiler son involontaire crime. Il avait donc battu sagement en retraite derrière Saphira. De leur côté, les membres féminins des cas n'avaient pas appris grand-chose à son sujet. Ils fréquentaient cette belle femme rousse, argentée, en conformité avec son arrivisme. Puisque Gwendoline n'avait pu user de ses pouvoirs, les filles avaient fait fonctionner leur ménage. Même si Thierry avait décliné l'invitation de Martin et des autres à intégrer les cas, pourquoi éprouvaient-ils autant de malaise à leur simple vue? N'avaient-ils pas félicité Hélène et Hubert sur le campus 15 jours plus tôt pour leur action sous le masque des cas? Pourquoi cette sympathie se muait-elle en rejet et en dérobade? L'explication de Viviane tenait debout, contrairement à Hélène, qui ne cessait de déambuler en titubant avec nervosité. Je crois qu'il a eu la frousse que tu le sondes, Gwendoline. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il a des choses à se reprocher. Parce qu'il a cru à juste titre que nous enquêtions sur lui. Quel secret peut bien le rendre si méfiant? Aurais-je eu raison de croire qu'il a une part de responsabilité dans cette mort? Probablement. Sébastien s'avança sans faire le moindre bruit, comme à son habitude. Il attendit qu'on le questionne pour prendre la parole. Sébastien, murmura Viviane. Un murmure inutile depuis que Martin, génial inventeur, avait ôté solitaire de prothèses auditives discrètes, atténuant le bruit ambiant de façon automatique. L'électronique pouvait aussi s'effacer afin de permettre au pouvoir du jeune homme de s'exprimer pleinement. Qu'as-tu trouvé, renchérit Gwendoline, prenant son timbre le plus enjôleur et le plus câlin, le plus apte à l'attendrir. C'est Hugo, là, c'était un grand cardiaque. Il y a plusieurs participants qui ont confirmé cette rumeur. Une crise l'a terrassé, c'est certain. J'ai aussi entendu dire que cet homme était très riche, qu'il avait des parts dans une société en pleine croissance.
Hélène et Hubert seront sûrement plus aptes que moi à juger de la bonne santé de cette société. D'autres personnes ont dit qu'une certaine Saphira Malice avait offert de racheter les parts à la veuve pour une somme rondelette, au-dessus de la vraie valeur des parts en fait. Ah, bravo, c'est excellent. Ton ouïe vaut très largement mes dons de voyance. Et si nous nous intéressions à l'identité de cette Saphira Malice qui insiste de manière louche pour acheter une excellente affaire? Gwendoline, je sais qui est Saphira Malice. C'est la femme rousse qui accompagnait Thierry. Les autres restèrent bouche bée. Gwendoline se dit qu'il fallait avertir Martin et Hubert. Les cas se devaient d'être au complet pour résoudre cette affaire. Une crise cardiaque peut-être pas fortuite, une compagne de l'éventuel déclencheur de ladite crise, intéressée par les possessions d'un homme avant même qu'il ne soit mis en terre, cet écheveau d'indices valait la peine d'être étudié. Entre deux cours, les étudiants s'étaient jetés à corps perdu dans la récolte aux renseignements. Les tâches avaient été attribuées avec équité. Hubert et Hélène s'étaient chargés de glaner toutes les informations sur l'activité et la santé d'Eurosystème, une entreprise spécialiste des transferts de données à haut débit, de l'implantation de réseaux de fibre optique et de passerelles destinées à désengorger les nœuds vecteurs d'embouteillage informatique. La société avait appartenu au père de Saphira Malice. Elle marchait du feu de Dieu. Sa croissance flirtait joyeusement avec les 30% à l'année. Gwendoline et Viviane avaient fréquenté la faculté de langue à plusieurs reprises afin de mener une sorte d'enquête de voisinage. Elle leur avait révélé une lapalissade selon laquelle Thierry Misard était un dragueur invétéré, machiste, à l'humour lourd, voire malsain. Il fréquentait une femme à l'extérieur du campus universitaire, mais tout le monde ignorait son identité. Il parlait très rarement d'elle, et toujours